comme tous les jeudis soirs, on se retrouve pour parler d'agroécologie, mais avant tout d'agronomie. On traite différents sujets au Centre national d'agroécologie et on remercie toujours Vers de Terre Production de nous accueillir sur leur chaîne YouTube. Ce soir, c'est l'agroforesterie, la semaine prochaine, ce sera les couverts végétaux. Et donc, ce soir, agroforesterie, on accueille notre partenaire Bruno Sirvens, agroforestier du Gers, de Arbres et Paysages 32. Euh, il va nous parler d'agroforesterie, bien sûr. Mais Bruno, avant ça, eh ben, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Oui, et voilà, donc je suis chef de projet arbres et paysages du Gers, mais je fais partie surtout comme on peut le voir, des anciens qui travaillent dans ce domaine, pas que de l'agroforesterie, de l'arbre en général, en tant qu'outil d'équipement, je dirais, des territoires et des agricultures. Et voilà, donc j'ai eu la chance, mais aussi quelques efforts à fournir. J'ai eu surtout la chance de pouvoir, au cours de ma carrière, me consacrer à la réflexion, à essayer de synthétiser euh, quelques quelques données et quelques sujets sur ces questions-là. Je suis aussi auteur d'un ouvrage là, qui s'appelle Génie de l'arbre, que vous pourrez consulter. Hein, ça n'a pas de prétention, mais il y a effectivement un certain nombre de données sur, entre autres, la question de l'agriculture. Voilà. Et c'est pourquoi je vous ai concocté ce soir un petit panorama sur cette question-là, avec une approche un peu économique, qui risque de vous décevoir, mais qui risque de vous plaire aussi. Alors, vous décevoir parce que, ben, comme dans tout le domaine du vivant, ben, c'est très difficile de quantifier les choses. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut vérifier, qu'on peut quantifier, je dirais, en creux. Puis, je vais commencer à partager hein, mon diaporama. Mais quand même, il y a des retours d'expérience. Et puis, on sait bien que si à chaque contexte, à chaque situation, les données, les évolutions et les situations varient, on a quand même besoin d'arbres et si on n'est pas convaincu, une agriculture sans arbres, où que l'on soit sur la planète, c'est quand même très compliqué. Et je suis depuis toujours confronté à cette idée qu'il faut justifier, amener des chiffres. Quelquefois, ces chiffres peuvent être trompeurs, voire même assez mensongers, hein, sans que ce soit volontaire. Et j'ai parfois une métaphore un peu peut-être un peu bizarre, mais c'est vrai que par exemple, lorsqu'on vous dit qu'il faut arrêter de fumer, on vous demandez pas s'il y a des études qui montrent que ben, c'est un peu pareil, il faut arrêter de détruire ou il faut arrêter le manque d'arbres, je dirais, si on veut avoir des paysages et des agrosystèmes, en ce qui nous occupe vivants. Je vais partager l'écran, peut-être, Martin. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors on commence. Euh, en même temps que tu partages ton écran, je vous Vas-y. rappelle à tout le monde, comme d'habitude, vous avez le chat YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions. Oui, oui. Euh, D'habitude, on attend que l'intervenant ait fini de présenter. Cette fois, on va faire un petit peu différemment. On va poser vos questions au fur et à mesure pour donner plus d'interaction à l'échange avec Bruno. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je me chargerai de les transmettre à Bruno au fur et à mesure. Pas de souci, avec plaisir, ça sera plus agréable, je pense. Voilà. Donc, voilà, donc, alors c'est pas le programme, mais c'est quand même, je répète ce que je viens de dire, bon, il y a quand même une notion de plus-value quand dans le paysage et dans l'agrosystème, le paysage agricole, disons, il y a de l'arbre, mais souvent, le bénéfice et l'utilité, les fonctions de l'arbre apparaissent quand il disparaît, si je puis me permettre, paradoxalement. C'est quand on a détruit ou quand il n'est pas là, quand il fait défaut qu'on se rend compte du rôle. Et là, on va quand même se centrer un peu sur l'économie, hein, parce que euh, même si on aura des difficultés, hein, on sait que les arbres, ça a des effets sur tout, ça interagit comme tout être vivant sur tout, mais là, quand même, à une grande échelle, puisque ce sont des êtres vivants qui ont des capacités augmentées d'interaction, surtout lorsqu'ils sont assez nombreux dans le territoire. Alors, là, je vais vous montrer ce que c'est que l'agroforesterie. On commence fort avec la forêt boréale et les rennes, ou avec la mangrove. Vous inquiétez pas, on va quand même revenir en Europe et en France. Pour vous montrer que ben, tout simplement, vous voyez, s'il n'y a pas d'arbres, ben, il n'y a pas de rennes du tout, puisque c'est l'alimentation des rennes, le lichen, qui est porté par l'arbre. Et la mangrove, c'est pareil. Si sur les côtes, il n'y a pas de mangrove, eh ben, il n'y a aucune production
effectivement d'animaux marins, de crustacés, etc. Voilà. Donc ça, c'est... Et là, je vous parle d'agroforesterie, je ne vous parle pas de milieu naturel, vous avez compris. Pour dire que l'idée d'avoir recours à l'arbre en tant qu'équipement, ça ne date pas d'hier. Et vous voyez les différentes images que je vous ai mises. En haut à gauche, c'est des copains du Sahel qui sont en train de reconstituer d'abord un bocage dans des conditions climatiques et de changement climatique qui sont beaucoup plus agressives que les nôtres, pour justement se concocter un écrin, ce qu'ils appellent des périmètres, et pour pouvoir ainsi reprendre la culture. Au milieu, c'est l'île de Bas. L'île de Bas, près de Roscoff, c'est le dernier bocage, c'est-à-dire la dernière opération vraiment groupée pour conquérir des terres qui étaient inexploitées parce que très vantées et soumises aux embruns. Des politiques de réarmement, ben, on le voit côté à l'époque et encore aujourd'hui, côté Asie ou côté Amérique, c'est de la reconquête. D'abord, on fait de l'armement sur les côtes, notamment, il y a aussi en Europe, hein, ou dans les grandes plaines. Et à droite, il y a une illustration hein, en Chine, 1960-2017. C'est sans jeu de mots le verdissement d'un bras mort du fleuve jaune. Oui, en 1960. Alors, il y a quand même de l'irrigation aussi. Mais l'idée, c'est vraiment de faire ces compartiments pour qu'ils puissent permettre ben voilà, d'avoir un écrin de protection. Ce qui me fait dire que, ben, une fois de plus, en agroécologie, je pense que l'idée, ce n'est pas le sol, c'est le paysage qui produit. C'est l'ensemble du paysage, non pas l'ensemble de composantes, mais l'ensemble des composantes et des interactions qui les unissent, enfin, qui les relient plutôt. Donc ça, c'est vraiment une notion importante. Et c'est vrai que l'arbre est un bon outil pour relancer la machine et relancer... Alors, on ne va pas regarder, puisque je sais que vous aurez l'occasion de voir le diaporama si vous le souhaitez. L'idée d'avoir un paysage vivant, c'est tout ça. Il faut de la diversité, il faut de l'hétérogénéité. Donc, vous voyez sur l'image un paysage qui produit, c'est ça, hein. On regarde la vue aérienne, ben, on voit bien que c'est un paysage en mosaïque. C'est ça l'hétérogénéité. Donc, on peut avoir plus de complémentarité, plus d'interaction à différents moments de l'année parce que tout n'est pas utilisé de la même façon. Et dans ce paysage mosaïque, l'arbre est présent et pas que sur les bordures. Donc, ça, c'est important aussi. Mais ça ne suffit pas d'avoir de l'hétérogénéité, il faut avoir aussi de la rugosité, c'est-à-dire que lorsque on peut avoir de la mosaïque, hein, je ne vous montrerai pas l'image maintenant, mais sans rien, c'est-à-dire, oui, il y a des choses qui changent, mais il n'y a aucun obstacle, je dirais, plutôt aucun élément fixe et non pas obstacle, pour arrêter les flux et pour arrêter le vivant. Ben, ces éléments fixes et pérennes sont importants, l'arbre en fait partie. Bien sûr, si vous avez une mosaïque avec de la rugosité, mais que le sol et le substrat, ben, c'est du verre est complètement imperméable, je dirais, hein, pas qu'à l'eau, mais à tout, bon, ben, ça marche pas non plus. Voilà. Donc ça, c'est des fameuses IT du vivant que je vous propose à l'échelle du paysage. Plus le paysage est complexe, mieux c'est. Avec effectivement le truchement du végétal. Le végétal, je rappelle, avec tout ce que ça veut dire derrière, mais là, je sais qu'on est avec des agronomes. Le végétal, ça veut dire tous les autres règnes qui y sont associés, fonges, faune, mais surtout tous les règnes, puisqu'il y a plusieurs règnes microbiens. Et effectivement, pour qu'il y ait un minimum, on dit bien agroécologie, un minimum d'écologie, un minimum de biologie, il faut que tout ça fonctionne, qu'il y ait du vivant et qu'il y ait de la connectivité, de l'échange possible euh, entre les milieux et entre chaque être vivant. Petit rappel, mais qui me semble important pour replacer le rôle, bon, ce paysage vaut ce qu'il vaut, hein, le rôle de l'arbre en forêt et hors forêt, puisque c'est notre jargon, là pour le coup, un paysage agricole, bien sûr, même s'il y a un village à côté. Bon, le bocage sahélien, j'en ai parlé. Quand je vous parlais des grandes plaines, voilà, les Américains font ça, c'est un aménagement un peu particulier, mais qui est, l'objet, c'est ça, hein, c'est de vraiment climatiser et avec quand même une grosse problématique, hein. Le brise-vent, c'est ce qui est en train à l'échelle du paysage, une fois de plus, de vraiment motiver la fabrication des derniers bocages parce que quand le vent balaie, en termes de température, de stress hydrique et thermique, d'évapotranspiration, pour être plus clair, ça peut être, et de stress pour les plantes, ça peut être très, très contraignant. On a un exemple tout simple chez nous, hein, la vallée du Rhône qui a été embocagée complètement pour ces raisons-là, une fois qu'elle a été irriguée. Voilà.
Et puis les situations extrêmes où là aussi, s'il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien du tout. Donc là, effectivement, c'est de l'agriculture plutôt très extensive, hein. Bon, là, c'est en Afrique, mais dans une zone de tropique sec. Mais par contre, une zone sèche de tropique. Par contre, s'il n'y avait pas d'arbres, il n'y aurait rien du tout. Surtout dans les situations de savane où ce qui est vert, c'est souvent ce qui reste vert, c'est l'arbre parce que tout le reste est grillé. Bon, j'y reviendrai un petit peu. Donc le besoin d'arbre, il est là. L'arbre est peut-être aussi indispensable pour vraiment faire écran un ombrage. Ça, c'est les agroforêts ou plutôt, là, non, c'est plutôt un jardin dit créole, c'est-à-dire sous les tropiques. Il y a tellement d'intensité en termes d'insolation et en termes de pluie que tout est fragile et qu'il faut bien avoir une canopée pour certains, comme en Méditerranée et comme ailleurs, hein, pour certaines productions, qu'elles soient protégées et voire ombragées. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Un autre paysage de savane, mais c'est pas une vraie savane, c'est une culture précédent. Là, sur le sol, il y avait du mil, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est une diapositive que l'on m'a prêtée, avec l'idée, il y a de la culture, une fois de plus extensive, certes, mais à la mesure de ce que peut produire ce terroir, pour ne pas dire ce paysage. Et puis, effectivement, des animaux qui sont à la hauteur de la situation, si je puis dire, qui sont sauvages et qu'on a réouvert après que ça a été exploité pour, pour faire rentrer du sauvage et surtout pour pouvoir venir fumer gratuitement le sol. Voilà, la feuille, alors ça c'est l'arganier, l'arganeraie, mais qui est vraiment dans des endroits extrêmement rudes et c'est la seule nourriture, hein. Pour les animaux, oui, c'est le seul fourrage, mais pour les humains aussi, hein, parce qu'il y a l'arganier produit d'autres choses. Donc, c'est parfois la seule économie possible, hein. Quand on parle de végétal et quand on parle d'agroforesterie au sens large, d'agroécologie, les deux grandes familles du végétal, ça serait l'herbe et l'arbre. Mais il faut qu'elles se complètent bien, ces deux familles. Et parfois, il y a des longs moments où l'herbe ne peut pas être présente et l'arbre la supplée. Je vous parlais de l'Europe avec les mêmes phénomènes. La DSA et le Montado, j'aurais pu prendre d'autres exemples qu'en Espagne ou au Portugal, où vraiment il y a une très faible pluviométrie. Bon, vous l'aurez compris, on est au printemps, hein, pour que ce soit aussi. Mais enfin, ce sont des endroits où les arbres donc, sont réglementés. Ce sont des endroits où, même si c'est très extensif, il y a de la culture aussi, hein. Il n'y a pas que de l'élevage, et ça peut être beaucoup plus lâche. Il y a de la production. Il y a de l'eau qui reste parce qu'il y a aussi des aménagements. Et, euh, Ça permet aussi à des élevages, mais à d'autres êtres vivants de s'installer. Et d'ailleurs, en Europe, c'est parmi les plus grands spots de biodiversité qui existent, alors que normalement, ça devrait être un désert. Voilà, donc dans tout ça, l'arbre va jouer plusieurs rôles. On va y revenir de manière un peu différente. Mais c'est vrai que l'arbre peut produire. Donc, en termes de production, et là, c'est ce qui va nous intéresser un peu plus hein, pour l'économie. La production directe, bien évidemment, c'est de la biomasse en général et, euh, et le bois, mais pas que. Et puis, en termes de production, ça va nous amener des services agro-environnementaux ou agroécologiques. C'est aussi, et là, je parle avec le regard de l'aménageur agricole, hein, mais en général, c'est aussi un outil d'aménagement. Et ça, on le verra un peu plus en détail. Et puis, parce que c'est pas complètement inutile, si je puis dire. C'est aussi un outil, j'allais dire, d'embellissement. Alors la beauté, c'est quelque chose de très subjectif, mais en tout cas, quelque chose qui permet de faire du paysage, et de faire autre chose que du cadre physique. Et ça, par contre, en termes d'aménagement aussi, c'est important, parce que pour certaines productions, enfin, moi je dirais pour toutes les productions, d'associer à une production un terroir et une image de ce terroir plutôt positive, et de savoir que, sans parler de produits agroforestiers, mais qu'il y a des productions qui sont produites dans un écrin vivant, et puis qu'avec une certaine poésie, je dirais, c'est quand même pas, c'est pas rien. Vous savez, quand vous allez dans certaines productions, chez certains producteurs, avec des produits quand même de très, très haute qualité parfois, où vous pouvez même pas garer la voiture sous le beau chêne que vous croyez trouver quand vous arrivez, ou sous le beau platane, hein. Ben voilà, c'est un peu dommage parfois. Voilà. Alors, on accélère un petit peu. La définition d'agroforesterie, je vais y aller très très vite, mais agroforesterie, il faut s'entendre, hein, la plupart d'entre nous avons le regard faussé par trop d'images diffusées sur des alignements intraparcellaires. J'ai bien dit alignement.
à l'intérieur des parcelles, alors que c'est bien autre chose. Et là, je vous suggère cette définition, l'idée qui est ou de la présence déjà, c'est déjà pas rien, et aussi, si possible, utilisation volontaire, hein, intentionnelle, d'arbres. Alors, quand on dit d'arbres, c'est le raccourci pour parler de ligneux, hein, parce qu'il y a, et même de plantes pérennes, qui ne sont pas forcément toutes ligneuses. Par exemple, un bananier, par exemple. Mais ça, c'est important d'avoir cette notion de plante ligneuse, c'est important quand même, et pérenne dans l'absolu. Alors, dans l'espace agricole, oui. Dans la production agricole, parce que, comme on l'a vu, l'arbre peut y participer, mais aussi dans l'économie. Voilà. Donc, on va le voir aussi un peu plus en détail. Le paysage agroforestier, c'est quoi? Où les arbres sont à côté de la production agricole, où ils sont, j'ai utilisé le mot de superposition au-dessus. Et on verra que c'est une notion importante qui biaise un peu la question de la surface agricole, notamment pour la PAC. Voilà. Et, euh, l'idée, c'est que cette agroforesterie, en étant juxtaposée ou superposée, puisse participer et protéger le sol, les équipements et puis les animaux et les cultures qui existent. Autre notion importante, après on va un peu plus décliner cette définition, c'est que l'agroforesterie, c'est quelque chose qui peut être permanent, c'est-à-dire on a des éléments fixes dans le paysage que je vous montrais tout à l'heure, ou ça peut être aussi temporaire. Et ça, on rentre plutôt dans de l'agriculture un peu nomade, la bâtie-brûlis par exemple, où on se déplace et où on va profiter, par exemple, et pas forcément sous les tropiques, on va profiter par exemple d'une friche ancienne ou d'une lande qu'on va pouvoir utiliser et dont on va tirer profit de l'humidification que cette lande aura permis au sol. Voilà. Alors ça, c'est vraiment important. Donc, en termes d'agroforesterie, voilà les statuts, si je puis dire. Pardon, il y a un mot qui a glissé, c'est pas grave. Les statuts qu'on peut assigner à l'arbre. Donc, rarement une production à part entière, mais une coproduction. Et l'arbre, ça produit toujours quelque chose. Donc, on peut effectivement avoir l'arbre de bordure qui va être là parce qu'on va en récolter les fruits. Et notion importante, c'est que nos arbres agroforestiers, normalement, ils sont un peu gérés, un peu surveillés, mais ils poussent tout seuls. Ça, c'est vraiment une notion importante. Quand on commence à rentrer dans de la production euh, à- pur à partir d'arbres, c'est autre chose. Mais ça peut vraiment faire des intersections avec le- l'agroforesterie, avec l'agriculteur. Mais lorsqu'on fait de la production euh, forestière, par exemple, si on veut avoir des beaux arbres, des beaux arbres de bois d'œuvre, ben, il faut quand même avoir de sacrées notions en sylviculture, par exemple. Lorsqu'on veut produire vraiment des fruits de manière professionnelle, ben, il faut être arboriculteur. Ça, c'est, voilà. Et, euh, et donc, ça peut arriver, mais enfin, ce sont des métiers qui ne sont pas forcément. Et d'ailleurs, c'est bien le problème. Mais ça n'empêche pas qu'on peut très bien utiliser de manière beaucoup plus modeste de la production de biomasse au sens large de l'arbre et de manière tout à fait efficace. Mais il ne faut pas se lancer forcément dans. Voilà, il faut parfois se faire aider. Notion importante aussi, lorsqu'on fait de l'agroforesterie, on ne fait pas de l'espace vert. C'est pas du jardinage. C'est-à-dire que on va pas, comme on peut le faire pour l'arbre, par exemple, on va pas fertiliser, irriguer, changer le sol, passer des heures. On n'est pas là tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe comment, mais ça veut dire qu'on va déjà utiliser les arbres qui sont présents, ou alors si on veut en amener, amener les arbres qu'il faut, et puis faire en sorte de permettre leur autonomie, notion sur laquelle je reviendrai ultérieurement. Ensuite, en termes d'agroforesterie, on peut utiliser l'arbre comme équipement. Bon, je l'illustrerai, hein, mais ça peut être, voilà. Ben, moi, des arbres, j'en fais rien, sauf du brise-vent, sauf de la clôture, sauf quelque chose qui me sert à limiter l'érosion ou à abriter les auxiliaires. Voilà. Et puis, un mot qu'on utilise très très peu sous nos latitudes, mais qui est dans les pays dits du Sud et tropicaux, qui est très utilisé, c'est l'idée de l'arbre fertilitaire. C'est-à-dire qu'on va amener l'arbre un peu comme je vous le montrais tout à l'heure, mais dans d'autres circonstances aussi, on amène l'arbre
et il va relancer la machine et il va permettre de fertiliser le paysage, c'est-à-dire pas que le sol, même si c'est quand même là que se passe beaucoup de choses, mais de pouvoir relancer la fertilité du paysage et permettre ou de maintenir ou surtout de créer la production. Voilà. Mais entre nous, quel que soit le regard qu'on porte dessus, ben, c'est les trois, souvent les trois à la fois, hein. Même si on se dit, mais moi je fais une clôture, oui certes, mais elle aura aussi les autres effets. Et comme je l'ai dit en tout début, bon, mais l'arbre étant quand même dans bon nombre de milieux et d'agrosystèmes dans le monde, ben, un agent et un moteur de fertilité, mais surtout un stabilisateur pardon, de l'agrosystème. Ça permet quand même de lisser les variations et de tamponner beaucoup d'événements et de pouvoir, ben voilà, de pouvoir sur le plan climatique et hydrique, ben, permettre à- aux productions animales ou végétales de passer le cap. Voilà. Pas de questions, pas de... Je continue. Voilà, excuse-moi. Oui, j'ai quelques petites questions Ah, déjà, Bruno, et elles seront peut-être hors sujet, donc tu me dis, hein. Euh, j'ai Stéphane Gatti ah, du Lot-et-Garonne. Bonjour mais Stéphane. lui, il peut témoioigner parce que... Eh ben oui, et il me Salut disait, Stéphane. et il nous dit bonjour Bruno, les Salut Stéphane. merisiers plantés en 2012, 2015 et 2018 meurent. Euh, que faut-il planter encore? Faut-il en planter encore? Et sinon, par quoi le remplacer? Alors, pour le merisier, plusieurs causes. Peut-être, tu peux, Bruno, nous situer un peu le contexte pédoclimatique de Stéphane Gatti, qui est aussi céréalier, justement. Oui, mais quel que soit le contexte pédoclimatique, ce que je veux dire est valable presque partout en France. C'est vrai que les merisiers ont été plantés pour des raisons de production, effectivement, de bois dits nobles. Euh, les merisiers en agroforesterie sont très exposés. Pendant un certain temps, on pouvait les faire se développer seuls, hors forêt, donc relativement exposés, notamment à l'insolation. Et là, ils sont de plus en plus fragiles par rapport à ça. Alors, deux raisons, c'est-à-dire où on a trop élaguer cet arbre qui normalement est forestier et qui aime se protéger du soleil. Un arbre, le boulot de l'arbre, c'est de s'auto-climatiser, d'accord? Et parfois, on élague un peu trop, mais c'est surtout qu'il est en situation de fragilité, euh, quel que soit le contexte, face au changement climatique. Ce sont des choses qu'on ne mais il y aura sans doute, et j'espère, quelques sujets qui vont résister. Alors, la vraie question, parce que là, on ne peut pas parler d'un cas particulier comme ça longuement, mais la vraie question qui se pose en termes d'aménagement, c'est tous les aménagements agroforestiers, que ce soit haies ou intraparcellaires, que l'on fait, sont des aménagements composés de diverses espèces d'arbres et de ligneux. Et surtout, on essaye d'introduire des végétaux d'origine locale parce que souvent, ces végétaux-là ont la possibilité, ont enregistré des capacités d'adaptation au contexte local, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi se permettre d'introduire des espèces exogènes qui correspondraient un peu plus à ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de territoires, même en Méditerranée, où là, en Méditerranée, le climat s'aridifie dans la zone et ça augmente un peu. Mais c'est surtout des végétaux qui puissent supporter les grandes variabilités que l'on connaît. Un jour, il fait très chaud, le lendemain, il fait très froid. Voilà. Et ça, en Europe, on était un peu protégé de ça jusque-là et ça va s'accentuer. Ça, c'est des questions qui sont importantes. Bon, on ne peut pas parler de tout ça, euh, mais c'est vraiment une notion, la diversité, bien sûr, la confiance à la génétique, et puis on en parlera en fin de, et ça, c'est quand même un aspect économique, hein, en fin d'intervention, l'idée de la régénération naturelle qui, elle, permet effectivement de faire turbiner la génétique, hein. Chaque fois qu'il y a un jeune plant qui naît de lui-même tous les ans, ben, c'est super parce que il va pouvoir apporter sa capacité d'adaptation, la capacité d'adaptation à son espèce, puisque les végétaux font même des sauts évolutifs sur le plan génétique, c'est extrêmement rapide, la capacité qu'ils ont à s'adapter à... Voilà. Donc ça ne veut pas dire que ces végétaux-là gagneraient
la course au changement climatique, mais en tout cas, ils sont dans la course. Par contre, si on est dans une vision figée, là, c'est sûr qu'on va la perdre. Voilà. Alors, je m'excuse, je vais un peu trop vite pour parler de ce sujet, mais voilà, parce qu'on n'aura pas trop de temps. Mais c'était important de parler de la possibilité d'une espèce qui est en situation pas d'échec, mais critique. Et voilà. Et justement, il y avait une autre personne qui réagissait à ce que disait Oui, Stéphane, cette personne, c'est Abdellah, qui est agronome au Maroc. Enfin, il est agronome et chercheur au Maroc. Et il nous précisait que ce qu'il nous disait, c'est le problème, c'est que ces arbres sont perdus naturellement par le dérèglement climatique, entre autres, la hmm. sécheresse, comme c'est le cas chez nous de l'Arganeraie au Maroc. Oui. Alors ça, je ne connais pas l'organolepsie, mais je pense qu'effectivement. Alors, un sujet que je n'ai pas abordé aussi, parce qu'il faut faire des choix, mais bon, puisqu'on y est. Vous voyez, souvent, dans ce qu'on appelle des parcs agroforestiers, quand c'est voué à l'agriculture ou certains territoires, comme ici, il n'y a qu'une seule espèce. Là, par exemple, il n'y a que du chêne. L'arganeraie, il y a quasiment que de l'arganier, etc. Voilà. Dans certains endroits, il y a voilà, du monoespèce. Les parcs africains, et pas que, sont souvent des parcs à rogniers, à baobab, etc. D'accord. Par contre, quand je parle de diversité, il y a la diversité des espèces, ça c'est vraiment important. Mais quand même, au sein de la même espèce, quand on regarde de près, il y a aussi une grande diversité génétique. Et ça, c'est très important aussi. La diversité des espèces, oui, mais quand parfois, il ne peut pas y avoir dans un terroir plusieurs espèces, il faut privilégier cette sélection naturelle. Alors là, c'est des sujets qui sont compliqués. En fait, le maître mot, c'est de faire confiance à la nature. Et pour le coup, enfin, la guider aussi, hein. Mais, et pour le coup, ça rejoint un peu l'idée de l'économie et d'être économe. Alors voilà, donc, un petit résumé. Sur cette idée d'espace, en tout cas, là, c'est plutôt une vision de géographe que je vous propose là. Donc, où l'arbre est mélangé, c'est-à-dire complanté avec la production agricole, ou bien c'est en bordure, ou bien c'est les deux. Voilà, trois situations. Hein, d'accord? On va le voir, hein, je vais un peu vite, mais on va le voir en image. Ces espaces agricoles, ils peuvent être voués ou à de la culture, donc c'est là où on parlera d'agroforesterie des champs, mais au sens large, c'est-à-dire production végétale, y compris verger, y compris vigne, ou des prés. Et là aussi, très très large, il y a pas, on ne parlera pas que des vaches, entre guillemets, mais on parlera de tous les élevages, ou mixtes. Là, ça va loin aussi, puisque peuvent se succéder dans une même parcelle agroforestière de la culture et de l'élevage, et en plus il y a de l'arbre. Mais ça, c'est quand même... voilà. On va le voir aussi. Et puis, on distinguera, puisque je vous disais, l'arbre peut être aussi ou fertilitaire ou équipement en plus d'être production. Il y a effectivement une agroforesterie qui est directement productive, qui va participer à cette économie, notamment dans les systèmes dits mixtes. Mais vous inquiétez pas, je répète, on va le voir en image, enfin, on va s'y arrêter un petit peu, ou non directement productive. Mais en fait, ça produit toujours des choses, un arbre, voilà, comme n'importe quel être vivant. Voilà, je continue. Alors, productive ou non, bon, vous avez compris, on parlait de la clôture tout à l'heure, hein. C'est sûr que quand on fait ça, on ne se dit pas, tiens, je vais produire plein de trucs. Mais ça nous permet quand même de produire cet équipement. C'est un outil de production agricole, comme je le disais. On peut aller très loin en utilisant, là, on est vraiment sur la bordure, vraiment. On est même en dehors de la surface dite productive aux yeux de la PAC, mais qui est productive, très très productive d'ailleurs, et d'utiliser la capacité de régénération de l'arbre, comme c'est trogne l'arbre, ce qui est quand même un choix aussi, hein. On ne trogne pas pour rien, hein. On peut trogner parce qu'on a envie de rajouter un peu de biodiversité tôt ou tard, ou alors on trogne parce que vraiment on cultive les arbres, on en tire de la matière, mais on ne fait pas ça par plaisir. Voilà, petite parenthèse. On peut aller jusque-là. Alors là, pour le coup, ça secoue un peu le milieu, mais ce ne sont pas des haies, ce sont ce qu'on appelle des tailles linéaires, où effectivement, de temps en temps, avec quand même ne pas passer tous les ans, hein, bien sûr, on peut se permettre de... Bon, alors, c'est pas la même fonction qu'une haie, mais de prélever de la biomasse. Donc, on est effectivement, la bordure de la parcelle sert à tirer. Là, notamment, ça sera surtout du broyat, hein, pour être plus clair. Voilà. Alors ça, par contre, c'est autre chose. Ça, une fois de plus, ça s'appellera pas de l'agroforesterie, même si c'est en bordure de champ, parce que ça, c'est carrément de la production agricole et ça, c'est, ce n'est pas pérenne, c'est du TCR. Du TCR, c'est de la production forestière.
C'est vraiment la limite. Vous voyez, il faut faire attention quand on dit moi je vais faire de l'agroforesterie, puis tous les 2 ans je vais. Alors là, tous les effets dont on parlait tout à l'heure, climatiques, biodiversité, etc., que je n'ai pas évoqué dans le détail, tous ces effets disparaissent de fait. Mais c'est tout à fait ce. Voilà. Pour moi, c'est pas de l'agroforesterie. Par contre, c'est une utilisation et une manière de produire de la biomasse ligneuse qui est tout à fait. Mais peut-être utiliser les bons mots dessus. Taillis courte rotation. Alors, on commence à rentrer. Là, on va faire un panorama rapide et après, on reviendra sur les questions un peu plus d'approche économique et des apports et bénéfices que l'arbre va amener dans ces agroforesteries. L'agroforesterie des champs, ben voilà, hein. Alors, Stéphane, lui, il doit avoir vu déjà quelques-unes de ces diapositives. C'est d'abord la haie, hein, toujours pareil, pas que de l'intraparcellaire. Voilà, pour le coup, c'est de l'intraparcellaire monospécifique, voire même cloné pour la même espèce. Donc là, c'est quand même la loterie. Mais après tout, on a le droit aussi voilà, de composer. Et c'est comme partout en termes de paysage, c'est une question de mesure. On a tout à fait le droit de faire ce genre d'aménagement qui est un peu risqué, comme on fait de la peuperaie, comme on fait d'autres choses, mais éviter de le faire sur de grands espaces, tout simplement. Mais à l'échelle de la mosaïque paysagère, d'avoir quelques hectares comme ça, c'est pas gênant du tout. Ça fait partie des choses qui existent. Alors, l'agroforesterie des prés, donc, il y a deux grandes voies qui permettent de les discriminer un peu, même si parfois c'est mixte. Il y a des parcours et des pâturages qui sont plutôt des boisements, mais très, très, très épars, ou alors des boisements qui sont plutôt à base de fruitiers et qui ne sont pas de véritables vergers, mais l'orientation est plutôt fruitière. Donc, par exemple, entre la prairie où il y a un ou deux arbres au milieu, ce qu'on appelle le pré-bois, au même titre que le pré-verger, vous voyez, c'est-à-dire à la fois production et présence d'arbres, et comme on le voit là à l'image, et à la fois présence d'herbes et de fourrage, fourrage au sens large aussi, ou voire même la forêt pâturée. Alors ça, c'est un peu compliqué comme système, mais ça marche et ça existe, hein. C'est proche du sylvopastoralisme, sur lequel je reviendrai, mais cette possibilité ben, voilà, d'avoir des bêtes qui passent avec un couvert extrêmement clair ou extrêmement dense euh, d'arbres, entre guillemets à bois ou non fruitiers. On va avoir la même gradation, hein, je vais un peu vite en termes de fruitiers, ben, entre ce genre de prairie où il y a 2 ou 3 arbres, le pré-verger, qui lui est vraiment mixte, c'est-à-dire où vraiment on va produire à la fois de l'herbe et tout ce qui va avec, et à la fois du fruit, avec tout ce qui va avec. L'exemple du pré-verger, peut-être je reviendrai rapidement, mais vous voyez un peu la chaîne énorme de production que l'on peut avoir, hein. De l'animal qui peut produire à la fois du lait, du fromage, bon, c'est le pré-normand, et de la viande, et le verger qui, lui, peut vraiment produire ben, du fruit, de l'alcool et du bois s'il est bien géré. Voilà. Donc, quelques images pour aller vite. Et puis, la photo est un peu floue, hein. Cette agroforesterie euh, des prés, c'est évidemment tous les élevages. Voilà. Et toutes les formes d'aménagement. Voilà, un parcours de volaille aménagé. Et aussi, l'agroforesterie, ça peut être aussi de l'apiforesterie, c'est-à-dire l'idée de tous les élevages possibles et inimaginables. Alors le jardin, le terme jardin, j'ai fait exprès, mais c'est plutôt maraîchage, mais c'est vrai qu'on va avoir exactement, mais c'est de l'agroforesterie quand même, hein. On va avoir exactement la même gradation aussi entre le jardin qui est planté avec 2 ou 3 arbres plutôt fruitiers et puis le jardin verger, c'est-à-dire où on va rajouter de la production, comme je vous le disais, de fruits sans être un vrai arboriculteur, mais c'est pas très grave. Et, c'est difficile d'être à la fois maraîcher, je sais que c'est très en vogue aujourd'hui et c'est plutôt très positif, hein. Être à la fois maraîcher et à la fois arbo, c'est compliqué parce que, comme me dit ben, une collègue, Evelyne Le Terme, qui, elle connaît bien l'univers des fruitiers, pour ceux qui la connaissent, d'ailleurs, qui est du Lot-et-Garonne aussi. Ben, le maraîcher, il va regarder plutôt, il va commencer à regarder en bas et puis l'arbo, il regarde d'abord en haut et c'est des gestes qui ne sont pas toujours faciles à réunir. Voilà. Donc, entre vraiment un verger qui est un peu jardiné et puis le jardin qui est très légèrement planté, il y a toute cette possibilité d'intensité, de densité, pardon, de présence de fruitiers.
Et puis le mixte, le vraiment mixte, l'agroforesterie qu'on pourrait qualifier d'intégré, c'est quand, même si c'est pas à part égale, euh, on va produire à la fois à partir de l'arbre et à la fois à partir d'autres choses. Ben, ça s'apparenterait, et je fais un petit coup d'ironie, à l'agrivoltaïsme, où normalement une parcelle agrivoltaïque, elle doit aussi permettre la production agricole et aussi notre production. Nous, pour le coup, ce sera de la photosynthèse, le tout, mais c'est la même chose. Voilà. Alors là, c'est un exemple classique, sarrasin au maïs avec noyeraie. La noyeraie, quand elle est en place, c'est un noyer double fin, c'est-à-dire à la fois pour le fruit, qui sera récolté donc tous les ans, donc il faut bien paramétrer, et aussi à terme de le traiter pour récolter un petit fût de bois. Donc quand on a la chance d'avoir un système comme ça, on va récolter deux choses chaque année, ben, au moins deux choses, la culture et la culture herbe, entre guillemets, et la culture arbre, la noix. Et si on est malin et qu'on rentre dans un renouvellement permanent du bois, enfin du verger, puisque c'est un verger, disons, ben on va pouvoir, ben, si on vend tous les ans quelques billes de noyer, ça représente quand même une certaine somme. Surtout si ça rentre dans un renouvellement, c'est-à-dire que c'est obligatoire de renouveler. Voilà le genre de système. Il y en a plein de systèmes, hein, bien sûr. Ben, la châtaigneraie, c'était quand même ça, hein. On fait pâturer, certes, mais on récoltait évidemment la châtaigne pour différents usages. Alors là, vraiment, les complantations, comme on le disait tout à l'heure, où vraiment on mixte la production et on utilise l'arbre pour ses effets microclimatiques et fertilitaires, mais aussi comme produit, avec l'exemple de la huerta, hein, tout simplement, produit à la fois de l'olive et à la fois autre chose. Voilà. Et dans la vigne, il y avait beaucoup, beaucoup de complantations de ce type-là, la vigne mariée. Alors, c'est un peu, évidemment, l'idée, c'est pas forcément, ça c'est traditionnel de revenir à cet aménagement à l'époque où on travaillait beaucoup avec la main, mais par contre, à revenir à ces principes, en ayant d'autres formes d'aménagement, c'est important parce que ça permet effectivement la présence d'arbres et notamment de fruitiers et de certains arbres mycorhiziens. Tu reviendras rapidement. Ça permet vraiment de conforter cette liane hein, qui normalement est habituée à se marier à des arbres. Voilà. Mais là, il y a eu un certain nombre d'études dessus hein, sur la question des fruitiers. Ça marche très très bien, les complémentarités. Et par exemple, avec l'érable champêtre, traditionnellement utilisé, bon, pour d'autres raisons, hein, mais aussi des études sont en cours et montrent que les complémentarités de ce qui se passe dans le secret, euh, pas que du sol, ben, ça marche bien. Voilà. Alors, je voulais quand même rappeler ce que c'était, mais on va aller très très vite qu'un arbre. On ne va pas regarder en détail, mais c'est juste faire un petit rappel. Bah, l'idée, c'est que l'arbre, c'est une grosse turbine photosynthétique qui fait turbiner beaucoup d'eau, mais cette eau, elle est chargée de plein de choses et elle permet, tout en produisant ben, de la matière physique, la matière, vous entendez le bruit, elle est ligneuse, c'est-à-dire qui est dure et durable, y compris dans le sol, cette lignine. Ben voilà. Donc, ça prend de l'eau, avec des sels minéraux, donc je l'ai appelé eau minérale, et puis ça réinjecte dans le milieu, dans le secret du sol. Alors le sol, évidemment, c'est pas du minéral, hein, c'est plein, plein, plein de vie, bien sûr. Ça réinjecte du sirop, du sucre, et c'est pour rappeler ça. Alors ça, c'est très, très schématique, hein, c'est ce que on raconte aux enfants, disons, cette uniquement avec cette idée de nutriments, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qui sont partagées. Ça permet, la pompe, l'arbre fertilitaire, c'est à partir de cette pompe un peu grossièrement décrite voilà. Donc, c'est cette idée-là, hein, c'est-à-dire de se servir de la plante, mais non, et de cette plante qui a des capacités augmentées, de mobiliser des ressources et puis de les distribuer et d'activer le vivant. Voilà. Ça, le principe, je reviens un peu en arrière, le principe de l'agroforesterie, c'est ça. C'est d'utiliser quelque chose qui automatiquement et entre guillemets gratuitement va permettre bah, d'injecter de la vie et d'injecter plein de choses, et notamment par le truchement des mycorhizes, c'est-à-dire de ce qui va prolonger le système racinaire beaucoup, prolonger spatialement, mais aussi prolonger en termes de fonction.
Et ça, c'est la présence de la fange et de tout ce qui va avec, une fois de plus. Fange plus tous les micro-organismes. Moi, je ne suis pas spécialiste, hein, mais ça vraiment permet de conforter et de produire plus. Et puis, l'idée de cette invention qu'a produite l'arbre, c'est-à-dire de s'élever et d'avoir de la verticalité, mais pas qu'en hauteur, hein. Cette idée d'effet pilotis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va rajouter une dimension à l'espace agricole. L'agroforesterie, c'est ça. On ne parle plus de surface agricole, hein, vue du ciel. On parle d'épaisseur, on parle de volume et surtout de se dire que voilà, on rajoute la troisième dimension, hein. Dessous, il se passe des choses. Sous les arbres, il se passe des animaux, il se passe parfois des cultures, il se passe plein de choses. Voilà. Et oui, les agroforestiers parlent de plus de surface agricole, mais de volume agricole. Voilà. Rappelez qu'un arbre, ça doit être autonome. C'est-à-dire qu'une fois, enfin, de toute manière, un arbre, normalement, là, je parlais évidemment pas d'arboriculture, enfin, pas de culture, hein. Un arbre, il faut qu'il se débrouille tout seul. Voilà. Il est là, il se débrouille. Normalement, un arbre, ça peut venir de manière complètement gratuite. Au sens de, ben oui, ben ça pousse tout seul, on peut guider, on peut enrichir, mais c'est vrai qu'on a une capacité énorme, hein, si on n'a pas besoin de choisir les espèces que l'on veut, à laisser pousser notamment les bordures. Alors là, c'est considérable, avec, comme je vous le disais, la possibilité tous les ans de faire turbiner la génétique. Ouais, c'est souvent gratuit parce que, alors quand on doit planter, parce qu'il y a des situations, notamment en plein champ, on n'a pas trop le choix, bah, effectivement que c'est pas gratuit. Mais quand on plante des jeunes plants et avec des techniques assez rustiques, ça marche très bien. C'est autonome et c'est gratuit. Je renfonce le clou. Ça coûte très cher et puis ça va coûter très cher parce que cet arbre-là, il est foutu vu la manière dont il a été traité. Et par contre, ça a un coût de faire ça. Et voilà. Alors, où il gêne vraiment? Et à ce compte-là, on n'a pas le choix, mais on travaille autrement et de manière définitive. Je ne rentrerai pas dans les détails, hein, on peut très bien empêcher un arbre de tout le temps se déployer en largeur si on le forme correctement, même lorsqu'il est un peu âgé. Ben, je sais pas, parmi nous, ceux qui ont des arbres chez eux, ben, moi j'ai des arbres, ça fait 40 ans que je n'ai pas touché, quoi. Enfin, je veux dire, ils se débrouillent très bien tout seuls, ils ont un tronc, et voilà. Et voilà. Et voilà, après, on peut avoir des raisons hein, d'utiliser tous les ans, et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais voilà, on va par besoin. Après, un arbre, ça doit être étanche. Ça, c'est une notion importante. Ça, c'est très, très préjudiciable, hein, ce qui se passe là, puisque ben là, on va vraiment exposer, prendre beaucoup d'énergie à l'arbre pour qu'il essaye de guérir, pas de cicatriser, hein, c'est pas le mot, mais de se recouvrir. Et puis, et voilà, et malheureusement, souvent, il est bien attaqué ben, par des micro-organismes et notamment des champignons qui le fragilisent et qui font que ben, il va déclarer. Une notion importante à savoir, par exemple, un arbre comme ça, c'est chouette d'avoir un arbre comme ça dans son écosystème. Et c'est vrai que les arbres ont la possibilité d'être à la fois, ben, contrairement aux animaux, hein, à la fois sains et malades, à la fois vivants et morts, il y a une partie, et à la fois jeunes et vieux. Parce que le tronc, ben oui, il est super vieux. Par contre, il y a quand même des canaux et puis les bourgeons qui ont poussé cette année, qui sont jeunes de l'année. Et voilà. Donc ça aussi, c'est important de ne pas nettoyer et de se dire, ouais, cet arbre, il est foutu. Non, au contraire, cet arbre, il donne plein de vie, notamment quand on parle d'auxiliaire et lorsqu'on parle d'équilibre biologique à l'échelle du paysage. Vous voyez, quand on a ben, ces parties mortes et cet habitat, c'est vraiment important, quoi. Et d'ailleurs, hein, c'est ça l'idée, hein, l'arbre, il a plein de fonctions, hein, que, une fois de plus, je ne vais pas décrire aujourd'hui, mais il est toujours nourricier et protecteur. Et indirectement aussi, comme on l'a vu par exemple avec les rennes. Comme tout être vivant, un arbre, ça participe de manière pérenne, je le rappelle, à stocker. Quand on vit, c'est ça, on capte, on stocke, on transforme et on redistribue, on ne garde pas tout, quel que soit l'être vivant, hein. Et, mais trois façons d'envisager le vivant, c'est-à-dire ben, le vivant, c'est à la fois de l'énergie, c'est un peu la même chose tout ça, hein, à la fois de la matière et à la fois de l'information. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, de l'information à l'échelle du paysage, parce que ben, quand on est un arbre qui a 200 ans, on a stocké plein de choses on stocke aussi plein d'autres vivants avec soi, mais aussi de l'information sur le plan génétique aussi, bien sûr. Voilà. Comme tout être vivant. Mais l'idée d'avoir de manière ponctuelle
Ben oui, des vieux arbres, mais pas que, hein. Mais ça, c'est une notion importante. Bon, après, stocker de l'énergie, on a bien compris, hein, c'est la bûche qu'on met dans la cheminée. Voilà. Donc, le boulot de l'arbre, c'est ça. Alors, la verticalité, c'est vraiment important. Plus haut et plus profond si je le peux. Ça, c'est vraiment la pulsion, cette pulsion-là hein, du vertical, cet élan. Hein. D'ailleurs, quand un petit arbre commence à pousser, c'est ça. Hein. Il commence à envoyer un peu de racines et puis après, hop, de suite, cette verticalité, de manière différente selon les espèces. Voilà, j'accélère un petit peu et savoir que effectivement, par rapport à l'herbe, ben, ces effets augmentés, évidemment, ça se ressent. Hein. Voilà, donc ça c'est important, cette idée de un arbre, ça va donner plus, ça donne autrement, ben, c'est-à-dire tout ce qui est toute la matière qui est recomposée et reconditionnée par cette photosynthèse, ben, évidemment, ben, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose que du gaz, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup de carbone et d'eau, un arbre, par exemple. Ça fait beaucoup de choses neuves. Hein. Par exemple, quand ça puise de l'eau et que ça la transpire, ben, cette eau, elle est, elle est pas neuve, mais elle est filtrée, elle est renouvelée. Le bois qui est produit, c'est du neuf. L'oxygène qui est produit, c'est du neuf aussi. Et puis, j'aurais dû le mettre entre guillemets, il donne mieux et rend le meilleur. Et il a un rôle de filtre qui est vraiment important. Un filtre qui nous est positif, mais ça, quand je dis le meilleur, c'est un peu anthropocentré, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire, ben, on a coévolué et tant mieux pour nous. Ben, par exemple, comme je le disais, il produit de l'oxygène et c'est bien pour nous. Euh, il va stocker de l'énergie. Ben, par exemple, l'énergie, c'est l'énergie solaire, hein. La bûche qu'on met dans la cheminée, comme je le disais. À part que lorsqu'on se met devant la cheminée, on n'attrape pas un coup de soleil, parce que, contrairement à lorsqu'on se met. Parce que, effectivement, il nous restitue plein de rayonnements du soleil. C'est pour ça qu'on aime bien les bûches, mais pas les ultraviolets. Voilà. Donc, il nous a filtré pour le meilleur la bonne chaleur du soleil, mais pas la mauvaise, entre guillemets. Alors voilà, ça c'est vraiment important. Et après, on va quitter la question de l'arbre pour aller un peu plus dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais on a besoin de poser ces idées-là pour quand même se dire que bon, l'arbre, quoi qu'il en soit, ça amène du plus. Vous voyez, là, ces arbres ont poussé dans une roche, dans du calcaire. Donc, il est allé chercher dans les failles ce qu'il avait besoin, c'est-à-dire tout ce qui est inaccessible pour nous et pour la plupart des herbes, c'est-à-dire ben, de l'eau, apparemment, et puis aussi tout ce qui est lessivé avec, et tout ce qui est, entre guillemets, fossile, c'est-à-dire inatteignable. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il a accès à ça, mais en plus, il nous le rend accessible et il nous le remet en circulation. Alors ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire, ben, en circulation, ça veut dire qu'il va faire transpirer de l'eau, donc il va rafraîchir l'atmosphère. C'est que là, il va donner pas mal d'humus parce que ben, en actionnant sa pompe de fertilité, comme je le dis, ben, et voilà, avec les feuilles, avec toute la biomasse qu'il va produire, ben, il va amener de la vie, de la matière organique en surface, alors que normalement, ben, voilà. C'est exactement ce qui se passe dans une oasis, pardon, hein, où vraiment des arbres permettent d'accéder. L'eau n'est pas très très loin forcément, mais de remettre et puis de redonner en circulation. Voilà. Autre chose qui est importante, c'est ce que crée un feuillage, notamment par l'idée de photosynthèse qui va capter de l'énergie, rafraîchir et permettre de condenser de l'eau, par exemple. Mais même sans ça, l'idée, c'est de créer une atmosphère qui, pour nous, peut être très, très importante, mais notamment nous humains, les animaux d'élevage, n'en parlons pas, les animaux sauvages, bien sûr, et même souvent les cultures, comme je l'évoquais, c'est-à-dire de créer une autre façon de lumière, je dirais. Donc, voilà, l'arbre, par sa constitution, il nous domine et en même temps, il va tamiser les flux en général, et un des flux importants, c'est la lumière, bien sûr. Voilà. J'accélère un petit peu, excusez-moi. Normalement, les arbres qui ne sont pas forestiers, ben, ils sont toujours un peu plus, entre guillemets, et malheureusement pour eux, disponibles, accessibles, disons. Et puis, on peut s'en servir, ils sont souvent très, 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 très stoïques
très très résistants puisque ben, on peut souvent leur taper dessus. Alors, je fais exprès d'utiliser ce mot parce que quand c'est fait dans la règle de l'art, la trogne, c'est pas mauvais, mais ils sont très très serviables et effectivement on peut produire beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qu'ils produisent? Bah, du bois, évidemment, ça on en parle. Du fruit, bon là j'ai fait exprès de me décaler en ville, mais parce que ces fruits-là, même à l'échelle d'une ville, produisent une vraie, de l'énergie, hein, là, dans ce cas précis, à Séville. Quand on parle de fruits, il ne faut pas oublier les fruits souterrains. Là, c'est une truffière. La feuille, on a beaucoup oublié. C'est plus qu'un complément, cette association entre herbe et fourrage ligneux. Et lorsqu'on parle de fourrage ligneux, on parlera d'autre chose que des feuilles d'ailleurs. Par exemple, du gland. Voilà, pour le coup, comme fruit, c'est un des plus importants qui était utilisé notamment pour les cochons, mais pour d'autres animaux. C'est vrai que c'était une production quasiment gratuite à partir de ces arbres-là. Je vous montre cet arbre parce que pour essayer d'avoir un arbre aussi costaud, aussi ample, c'est pas pour faire du bois, c'est vraiment pour faire du fruit. Et faire du fruit, comme on ne mange pas directement, on peut imaginer que ces arbres-là aient été sélectionnés pour avoir beaucoup de gros glands et de pouvoir régaler voilà, quelques cochons, par exemple. Et effectivement, ce genre d'aménagement, bon, un peu traditionnel du sud-ouest de la France, mais il n'y en a pas ailleurs. Ben, c'est des chênes qui vont servir sans doute à faire du bois d'œuvre, mais aussi qui servent tous les ans, en tout cas traditionnellement, à faire du gland parmi le fourrage d'herbe. En cascade, voilà tout ce qu'il faut avoir en tête sur ce que nous amène de l'arbre. Ce que nous amène, pardon, l'arbre en termes de produits, excusez-moi. Donc des matières premières, hein, bon, on l'a vu, on vient de le voir, qu'elles soient combustibles ou comestibles. Ça nous amène de l'eau, de fait, parce que ça turbine, et ça nous amène, et ça nous purifie, ça nous amène du bon air, ça l'oxygène, certes, mais ça le dépollue, ça décrasse pas mal. Là aussi, il y a pas mal d'études qui montrent, notamment en ville, mais partout, et d'ailleurs en agriculture, on se sert d'aies ou d'aménagements antidérives pour pouvoir filtrer et parfois capter certaines molécules. Voilà. Ça nous amène de la fertilité parce que je l'ai décalé, parce que, ben oui, on n'y pense pas, mais oui, oui, ça nous amène. Alors évidemment, il y a des paysages ou des milieux où cette fertilité va arriver vite et d'autres où c'est plus lent, mais de toute manière, dans cette spirale sol-plante et sol-plante animale, de toute manière, à force, ben oui, la couche de vivant augmente. Ça nous amène de la poésie, mais ça, j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Et puis moi, mon boulot, par exemple, pas forcément comme les forestiers ou comme les arbres, mais quelqu'un qui s'intéresse à l'arbre, il doit avoir plusieurs choses à la fois et qu'il y a plusieurs parties. Hein, il y a le haut, le bas, les racines. Oui, c'est important. Que chaque partie peut donner plusieurs produits, que ces différents produits peuvent avoir plusieurs destinations. Par exemple, une branche, ça peut faire un fagot ou ça peut faire du broyat et que ces destinations peuvent avoir plusieurs usages. Par exemple, le broyat, selon la manière dont il est fait, ça peut être comme combustible, ça peut être de la litière, ça peut être du bois fertilité, enfin, ou du BRF. Voilà, ça c'est. Vous voyez, toutes ces cascades-là. Alors là, je ne vous raconte pas une histoire où on peut avoir tout ça à la fois. Hein. Quand on ramasse un fruit, qu'on taille, qu'on fait un fagot, et puis ça va même jusqu'à la cendre. Et la cendre, elle permet aussi de faire de la lessive, elle permet aussi, cette lessive, de faire de l'engrais. Et puis, on a tout consommé jusqu'au bout, mais il nous reste quand même le noyau du fruit ou le pépin pour l'ensommer. Et là aussi, c'est un peu, j'enfonce les portes ouvertes, mais ressources gratuites, je le redis, renouvelables, ça je l'ai mis en gros, parce que c'est effectivement infiniment renouvelable, mais pas inépuisable. C'est pas du tout la même chose. Et puis surtout local. Ça veut dire que gratuitement, ici, en permanence, il peut y avoir du produit arbre sur place, juste à côté. Bon, on va pas lire l'entièreté de la diapositive, c'est fait pour. C'est juste pour faire un petit voyage dans ce même paysage que l'on a regardé tout à l'heure, pour tout simplement dire que ben, cet arbre agroforestier, on va le voir ou le revoir, puisqu'on a déjà vu un certain nombre de choses de manière un peu isolée, plutôt en linéaire et plutôt en surface. Voilà. Bon, le voyage, il est très très rapide. Hein. Ça, c'est juste pour illustrer ce qui a déjà été dit. Là, on est dans le bocage normand où vraiment il y avait en pointillé, vous le voyez, hein, c'était les pré-vergers justement.
toutes les bordures étaient en haie. Donc là, c'est un peu le cas extrême d'un aménagement où l'arbre, là pour le coup, les aménagements sont mixtes. L'arbre est aussi très très productif. C'est déjà de l'arbre agricole, mais malgré tout, dans un usage qui va au-delà de la production. C'est vraiment à l'échelle de ce paysage. D'ailleurs, le bocage normand est très très récent, hein. C'était aussi par but de produire effectivement, mais aussi de climatiser. Juste pour rappeler qu'on a, notamment dans nos pays européens, où les espaces sont un peu en dentelle, énormément de bordures où de toute manière, ces bordures existent et c'est l'idée de profiter de l'effet pilotis de l'arbre qu'on peut vraiment utiliser comme on le faisait autrefois pour mettre des arbres sans que ça gêne la parcelle. Donc là déjà, on a une capacité d'action, notamment pour la régénération naturelle, qui est phénoménale dans beaucoup de territoires. Voilà, bon, mais comment ça figure sur le plan de l'espace, ces arbres lorsqu'ils sont seuls ou plutôt aussi de manière un peu regroupée en bouquet. Là, c'est toujours pas un bosquet, vous voyez, c'est l'idée d'avoir des arbres. Alors là, ça aussi, c'est un aménagement agroforestier qui était prévu pour l'abri et même pour le travail sur les bêtes. Voilà, de faire une sorte on va pas dire ni d'étable ni d'atelier végétal, mais presque. Voilà, d'être à l'abri. Voilà. Des lignes, donc les alignements. Bon, alors il y a toute une gamme, hein. Je pourrais vous montrer aussi des voûtes, je pourrais vous montrer un certain nombre d'aménagements et notamment de chemins creux. Voilà pour les linéaires. Le taillis linéaire que j'ai montré tout à l'heure. La haie, bien sûr. Je vous parlais de la haie en Provence et de ces brises-vents très très strictes, mais qui étaient nécessaires pour protéger la production légumière et autres. Un petit clin d'œil pour montrer que quand on parle de haies, il peut y avoir toutes ces strates pour parler techniquement, c'est-à-dire de bas en haut, ça peut être très très bas une haie, mais si on rajoute des arbres moyennes, des arbres grands, et puis pardon, et des arbres et des arbres très grands, excusez-moi, ça peut être très très haut. Par contre, ça ne veut pas dire qu'une haie, c'est obligatoirement très haut. C'est surtout relativement continu, relativement fourni. Mais on peut travailler avec ces strates-là, et surtout, nous n'oublions pas, là, il y a des deux strates en bas, notamment la strate herbacée, qui dit arbre et haie dit toujours herbe. Et ça, c'est un peu, voilà, différentes formes. C'est très, très schématique, bien sûr. Mais voilà, parmi les formes les plus voilà, schématiques. Donc, alors, quand on dit haie, c'est pas forcément taillé au cordeau d'esclavage, c'est pas forcément des trucs énormes, c'est tout ce que l'on veut et tout ce que l'on peut retenir. Et cette image, juste pour montrer l'importance d'avoir voilà, d'avoir quand même un minimum de remplissage et puis surtout la présence d'une herbe qu'on pourrait laisser, et ça c'est très très important pour notamment, là je parle pas que d'agroforesterie arbres, mais au sens large, de permettre d'avoir ces bordures et ces surfaces en ligneux pour aussi avoir de l'herbe qu'on va laisser fleurir et grainer. Hein, il n'y a pas que les arbres qui amènent des auxiliaires, c'est vraiment important. Voilà, on continue le voyage. Ben, ça, dans l'absolu, c'est l'agroforesterie aussi, puisque souvent, on l'utilise pour faire du silvopastoralisme. Ça, c'est les aménagements. Ben, tout à l'heure, je vous parlais des prébois. Voilà illustré des prébois. Alors, on imagine bien à quoi ça sert, hein. Ça sert évidemment à l'abri et au tamisage. Puis, comme aménagement, le bocage que l'on a évoqué avec des situations extrêmes, comme le marais poitevin, où chaque parcelle est une île bordée ou de haies ou de têtards, et où la productivité est considérable. Alors, quand on parle de linéaire, il y a aussi la lisière, hein. Ça, c'est important. La lisière, ça fait partie. Et là, je voulais vous montrer bon, c'est une vigne en pleine garrigue aussi. Et voilà, ça pour moi, c'est de l'agroforesterie parce que cette vigne va profiter de l'écrin qu'offre le contexte forestier qui l'aborde. Ou à l'inverse, en creux, hein, enfin plutôt en plein, excusez-moi. Tout à l'heure, c'était en creux, maintenant c'est en plein. Un bosquet comme ça participe beaucoup, hein, même si c'est pas si c'est pas utilisé pour clore la parcelle, ça participe beaucoup à tout ce que l'on a dit, et notamment à pouvoir abriter des, euh, des animaux, je pense par exemple aux chauves-souris ou à d'autres insectes qui sont utiles à la vigne. Très tiré par les cheveux, quelquefois, c'est le seul endroit où il reste des arbres dans l'agrosystème.
les bords de voirie ou les tours de maison. C'est pour vous dire, hein, bon, je ne peux pas appeler ça vraiment de l'agroforesterie, mais malheureusement, ce sont les seuls endroits où effectivement, voilà, il reste un peu de vivant. Et là, il reste beaucoup de vivant, contrairement, et de préserver des arbres morts. Même ça, pour moi, c'est une agroforesterie vraiment super. Hein, bon, ce serait bien qu'il y ait aussi des arbres vivants, mais voilà, ça c'est quelque chose d'important, puisqu'il y a même des gens qui se permettent, et ils ont raison, de juger, parce qu'ils sont quand même spécialistes, que cet arbre-là, il pourra rester encore longtemps sans menacer la voirie. Alors vous imaginez le champ, on pourrait être un peu plus permissif. Et ça, c'est un de mes voisins, même si je ne suis pas là pour raconter ma vie, qui s'est dit, et pourtant il fait du bois, il s'est dit, ce tronc, il est très gros, je vais le pousser un peu, mais il va rester là. Du bois, j'en ferai avec d'autres arbres, et ça sera très bien pour tout le monde. Et ne jamais oublier de laisser, si possible, de l'arbre vieux, mort, mais aussi du bois mort, petit, gros, pas forcément aussi gros, au coucher, debout, voilà. Ça fait partie de l'agroforesterie. Alors, je sais que ça peut faire bizarre, hein. Oui, oui, c'est plus des arbres taillés à la sylvicole, mais c'est aussi ça. Ça y est, on va parler un peu d'économie. Donc, si on se dit, voilà, je vais faire un aménagement agroforestier, ça va me coûter combien? Il y a des tarifs pour faire des plantations, il y a des tarifs pour faire même de la régénération, et puis il y a des tarifs aussi pour faire de l'entretien. À savoir si on en a besoin. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'installer de nouvelles choses, c'est-à-dire planter ou régénérer? Est-ce qu'on a besoin d'entretenir? Et lorsqu'on on plante, de se poser aussi la question du coût ultérieur en fonctionnement. Ben, c'est comme si on construisait un bâtiment, on se dit, bon, le bâtiment, je vais le construire, ça va me coûter tant. Et puis le fait de le maintenir, la maintenance et l'entretien, ça va me coûter tant. Si on se rapporte à ce que j'ai dit tout à l'heure, normalement, on n'est pas obligé, on n'est pas condamné de planter n'importe où, là où on a besoin de tout le temps entretenir, par exemple en bord de voirie, si c'est mal placé, ou en bord de bâtiment, si des arbres sont mal placés, ben, on entretient. Par contre, s'ils sont bien placés, une fois qu'ils ont été un petit peu formés, qu'ils ont pris leur développement maximum, eh ben, ils ne bougent plus. Et ils sont, une fois de plus, je le redis, autonomes. Et en 30 ans d'exercice, j'ai planté des haies qui, certaines n'ont jamais été entretenues. Elles étaient en plein milieu d'une pâture. Elles n'ont jamais été. Et j'y reviendrai avec un exemple très très concret. Voilà. Ensuite, c'est vrai on a tendance à se dire, mais voilà, si je rajoute des arbres et que c'est une coproduction, qu'est-ce que ça va me ramener alors là, j'ai utilisé les termes comptables de revenus de vente, quoi, commerciaux et financiers. Alors ça, ben, ça existe, hein. Notamment, on peut calculer ce que je vends comme broyat si j'ai la chance d'être dans un bocage qui est très productif, si j'ai vendu mes fameux noyers ou pas. OK. Beaucoup plus compliqué à comprendre et à mesurer, comme je le disais au début de l'exposé, mais les effets positifs et qui me rapportent quand même, ben, ça, voilà, ça c'est autre chose. C'est-à-dire tout ce qui aide à la production, mais qui n'est pas forcément quantifiable. Et ensuite, ce qui peut être un frein au passage à l'arbre, puisque c'est le terme que l'on utilise, ben, c'est de calculer, moi j'aime bien ce petit, c'est de calculer ben, le bénéfice en termes, qu'est-ce que je fournis comme effort et comme effet. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de situations, je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont un bon héritage par rapport à ça, qui ont hérité d'une chouette exploitation avec plein d'arbres partout, et qui peuvent, parce qu'ils ne sont pas au début de l'installation de ces arbres et de ces ligneux, qui peuvent bénéficier ben, d'une récolte, parce qu'effectivement, au jour ben, les arbres arrivent un peu à maturité et on peut les valoriser, ou on peut en valoriser les fruits. Voilà. Ils sont déjà dans un roulement où là, pour le coup, là, je pense surtout au pays de bocage, pour le coup, l'arbre rentre vraiment dans l'économie agricole. Et surtout, si là, on est dans une approche d'utilisation, voire d'exploitation, mais pas dans une approche d'entretien. Je parle de ça, alors ça vous paraît peut-être un peu abstrait, mais je pense que parmi vous, s'il y a beaucoup d'agriculteurs qui m'écoutent ou qui vont m'écouter, qu'est-ce qu'on entend comme de dire, oui, mais moi j'ai des haies, qu'est-ce que ça coûte comme entretien et qui va me payer l'entretien? Ben, ça, c'est particulier comme raisonnement parce que parfois, quand on regarde de près, ben, l'entretien, il n'est pas nécessaire. Je n'ai pas dit qu'il fallait laisser tout en roue libre, mais ce n'est pas la peine de passer 3 hauteurs d'épareuse tous les ans. Et ça fait partie aussi des choses en termes d'économie sur lesquelles il faut réfléchir.
Alors, une petite image là, c'est de notre, j'ai pas mis les sources, le Front pour l'arbre, c'est-à-dire ça vient de notre structure nationale, le réseau E, avec les motivations sur les plantations. Vous voyez, ça veut dire que quand même, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui plantent. Il y a beaucoup d'agriculteurs, je veux dire, qui plantent ou qui laissent pousser. Voici les principales motivations. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu l'enjeu paysage, la valorisation du bois. Vous voyez que quand même, pardon, c'est petit, mais ça compte. L'enjeu biodiversité, parce qu'il y a un enjeu sur les auxiliaires, mais aussi sur la faune sauvage, et ça compte, hein, même si il y a l'intérêt syngénétique qui est figuré ici. L'auxiliaire de culture, c'est directement fléché uniquement à 36%, mais par contre, c'est entièrement lié à ça. On peut pas, parce qu'on est dans les chaînes du vivant. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un peu complexe. Voilà. Alors, valorisation du bois, c'est vrai que ça représente apparemment peu, mais il y a certains territoires de bocage où c'est relativement important. Voilà. Et puis, j'ai oublié la protection des parcelles. Voilà, c'est un peu le socle. Voilà. Donc, même voilà, chez des agriculteurs, cet enjeu, pardon, biodiversité est important. Parce qu'à l'échelle du paysage, on a besoin du vivant. Moi, je mettrais d'ailleurs l'enjeu vivant et pour pouvoir, ben, l'agriculture, elle, elle dépend du vivant. Tout ce qui provient tout ce qui vient, tout ce qui est agriculture provient du vivant et donc on est bien obligé de revenir à ça. Voilà, le petit résumé de ce qui a déjà été dit. Donc, l'investissement n'est pas très gratuit. Le fonctionnement, il peut être très très léger. Là, je parle d'économie parce que si on rend les végétaux un peu autonomes, c'est pas mal, hein. On sait bien que par exemple, les situations d'élevage, il n'y a pas besoin de passer, hein. Les animaux, quand c'est bien géré. Et puis l'idée, c'est que effectivement, cet investissement, une fois qu'il est fait, c'est pas un mur qu'on bâtit lorsqu'on fait une haie, c'est pas un pylône qu'on plante lorsqu'on plante un arbre, hein. C'est-à-dire que, il y a le renouvellement qui est permanent, déjà à chaque printemps et puis plus tard. Donc il y a quand même, si on le voit d'un œil d'économiste, de la rentabilité de fait. Alors, je parlais tout à l'heure d'idées de ressources et de biodiversité. Là, je ne parle pas que de grande culture, je parle aussi sur l'élevage. L'idée, quand même, c'est de pouvoir, avec ces éléments fixes, fixer aussi les ressources. À l'échelle du paysage, la présence d'arbres, et surtout lorsqu'il y a un maillage minimum, c'est par rapport aux parcelles, même que lorsque ce sont des prairies, hein, qui parfois sont bien dépourvues d'arbres, à l'intérieur en tout cas, ça permet par cette diversité et cette présence de faire rupture avec la monoculture, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire monoclone, avec le même comportement et des surfaces qui sont aussi tout le temps perturbées. Un champ, c'est tout le temps remis en question, tous les ans, voire plusieurs fois par an. Alors que là, il y a un endroit où le vivant peut s'établir, et outre les fonctions que peut avoir cette haie sur le plan climatique, ça permet aussi d'avoir un minimum de refuge. Alors là, il y a beaucoup d'études qui ont montré ça, hein, qu'on est obligé. Cette haie, je reprocherais de ne pas avoir assez d'herbe, hein, voilà. Et je rappelle aussi qu'en termes économiques, par rapport à la PAC, une haie, ça peut aller jusqu'à 10 mètres de large, sans compromettre tous les financements en tout cas en France, que l'on peut avoir. Là, c'est l'image classique voilà, ça a été étudié, ça fait quasiment un siècle que ça a été étudié, ça. C'est pour vous dire quand même qu'on répète un petit peu les mêmes choses. Alors maintenant, ça a été réétudié de manière beaucoup plus précise avec des capteurs sur les moissonneuses, etc., qui calculent le phénomène. Voilà, effectivement, il peut y avoir de la perte, il peut, et je vais y revenir ici, mais qu'à l'échelle de la parcelle, il va y avoir un gain, notamment par rapport au vent, mais par rapport à d'autres choses. Cette même échelle, on peut la calculer aussi hein, par rapport à la propagation. Et là, c'est très très généreux, mais la propagation possible de ces auxiliaires ou de ces pollinisateurs qui sont, qui peuvent vivre de manière plus ou moins permanente ici, qui vont ensuite pouvoir rendre quelques services ici, et même jusqu'à l'humification, hein, parce qu'on sait bien que par les feuilles, mais aussi par le fait que
les animaux du sol puissent se propager aussi. Voilà. Alors ça, c'est un très très grand résumé, mais c'est pour dire qu'une fois de plus, on peut quantifier les rôles. Alors les rôles, je reviendrai pour culture par culture, disons, euh, c'est une production par production, excusez-moi. Donc en termes d'élevage, ça, j'ai toujours du mal avec les chiffres, mais bon, en plus quand on a des fourchettes aussi conséquentes, on peut avoir des gains de productivité de 20 à 40%. Ça, c'est l'ensemble des statistiques qui peuvent exister. Beaucoup de choses ont été faites, notamment par l'INRA, aujourd'hui INRAE. Ça dépend des élevages, ça dépend, on va revenir un peu plus en détail, mais, et puis ça dépend de la manière dont sont conduits. Mais il y a quand même sur le plan climatique et sur d'autres plans des choses qui sont intéressantes. Alors, évidemment, on parlait tout à l'heure de la clôture. Bon, ça, c'est des services qui peuvent être intéressants, notamment pour des questions de guidage. C'est plus important qu'on ne le croit. Mais ce qui me paraît important, c'est de rappeler combien, quand on met des éléments fixes et quand on a des parcours variés et surtout variés en végétaux, et donc en arbres, ben, on va diversifier le paysage. Ça veut dire qu'on diversifie les ressources et qu'on diversifie aussi les ambiances. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est-à-dire que les activités et l'alimentation pour les animaux varient, suivent les rythmes diurnes et de saison, et ça, c'est important. Et ça donne aussi ce sentiment ben, qu'on peut avoir tous, hein, d'ailleurs, moi, je dis, comme je dirais, de protection, c'est-à-dire de bien-être et de quiétude. D'autres phénomènes qui sont étudiés, enfin, là je parle d'agronomie, hein, je parle d'études, donc c'est la capacité d'automédication quand on a plusieurs ressources végétales. Il y a même des essais qui sont faits pour voir comment ben, les animaux, lorsqu'ils ont gardé leur instinct, peuvent aller chercher telle ou telle plante parce qu'ils en ont besoin. Le recyclage des effluents, donc ça ne correspond pas à cette image-là, mais quand même aussi, hein, c'est-à-dire, ben oui, ben, l'arbre profite et va recycler en direct. Et puis, l'idée, souvent, quand on a bon, ça dépend de la nature des sols, une fois de plus, hein, sinon ça ne veut rien dire. Euh, mais souvent, ça permet d'avoir, quand on a des arbres, une meilleure portance du sol. Et cette portance, on peut d'ailleurs la traduire en litière, hein, lorsqu'on broie, on fait de la litière à partir du bois broyé dans les pays où la paille est plutôt rare. Mais quand même, en jaune, je vous mets quelques éléments. Ben, l'élément principal, c'est que voilà, la fourchette, elle est grande et que bon, c'est quand même difficilement quantifiable. Là, je parle par exemple pour les animaux, pour les bovins, les caprins, etc., de lait et de viande, hein, les deux réunis. Euh, que ça pose un problème de protection de ces végétaux malgré tout, même quand ils sont adultes, qu'il faut faire quand même attention à la manière dont on met des clôtures et a fortiori lorsqu'on lorsqu'on plante. La question du chargement et surtout de tout ce qui peut se passer. Quand vous avez qu'un seul arbre au milieu de la prairie, super, ben, les animaux ils vont tous, ben, l'arbre il va crever parce qu'à force d'être piétiné, enfin, même s'il est vieux, hein, enfin, même s'il est bien adulte et bien mature, à force d'être pas forcément abouté et frotté, mais parfois on voit des arbres mourir parce que ben, voilà, les racines ne peuvent plus. Il y a trop de piétinement, et quels que soient les élevages, hein. Je ne parle pas que des bovins, ce soit beaucoup justement avec les volailles aussi, avec un terme un peu bizarre, mais qu'on peut, la foresterie. Donc là, on a aussi pas mal de données parce que là, et on a des données qui vraiment, si vous regardez nos chaînes, vous verrez un certain nombre de producteurs qui ont aménagé, hein, qui sont partis il y a 20 ans de zéro et qui ont vraiment, qui voient euh, des vrais résultats, notamment le fait que les animaux puissent avoir de la quiétude et se sentir en sécurité, puissent manger à leur rythme, puissent être à l'ombre comme on le voit là, être moins stressés, donc développer moins de... Bon, il y a des données là-dessus. Mais allez, disons que si je rassemble un peu toutes ces données, c'est 10% de bénéfice. Ouais, je suis désolé de fonctionner comme ça à la louche, mais c'est compliqué. Voilà une étude particulière, par exemple, où la production de noyer, une fois de plus, double fin, comme j'en parlais tout à l'heure, et avec l'idée d'avoir ben, une chouette production végétale et en plus la volaille. Donc la volaille, on retrouve à peu près la statistique, hein. La statistique, elle peut être divisée par le, les, les moindres maladies et la moindre morbidité, mais aussi
sur la moindre consommation d'aliments. Moindre consommation d'aliments parce que moins de stress, mais aussi parce que ça consomme tout ce qu'il y a au sol, parce qu'il y a plus de choses au sol. Il y a les vers de terre, etc., etc. Et donc, là a été mesuré le taux d'accroissement du bois, par exemple, dans ces aménagements-là, dans cet aménagement-là. Et évidemment, comme il y a quand même pas mal de fumures, j'allais dire pas naturelles, mais complément de l'élevage, plus 50% en production de noix. Voilà. Et puisqu'on parle d'agroécologie, voilà, pour le coup, quelque chose de vraiment, vraiment intéressant, ben, c'est le sylvopastoralisme, parce que là, pour le coup, tout est gratuit. Très compliqué par rapport à la PAC à mettre en œuvre et à compter au prorata de ce qui est pas herbe et de ce qui est pas ligneux. Donc c'est un peu compliqué, mais en attendant, on sait très bien que ce genre de système, ben, ça marche tout seul. Bon, ça peut coûter aussi un aménagement, hein, parce que, comme on le dit en Corse, il faut parfois démaquiser, c'est-à-dire rouvrir quand même un peu parce que les sous-bois. Mais là, voilà. Alors après, effectivement, hein, c'est pas non plus, sont pas non plus, par exemple, des vaches laitières, hein. Mais il y a beaucoup de situations, on le sait bien, hein, qui existent aujourd'hui encore, notamment avec les ovins, où la production est dans le grand paysage et où il y a de la ressource. Voilà. Alors, les productions végétales. Là, je vais faire un petit zoom quand même sur ce sujet-là. Les bénéfices qui sont observés et surtout demandés. Les gens qui font ce genre d'aménagement, alors quand je parle de production végétale, j'ai mis cette image d'alignement intraparcellaire, mais vous imaginez que je pensais aussi aux haies, etc., comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est l'idée de conserver le sol. C'est vraiment une des préoccupations majeures sur une enquête qui a été faite, c'est de se dire, bon voilà, quand j'ai des parcelles trop grandes, il faut que je segmente. Ou par alignement, intraparcellaire ou par haie intraparcellaire. Hein, les haies peuvent être aussi intraparcellaires, c'est-à-dire recouper les parcelles sans être jointives et sans créer d'autres parcelles. Hein. Au lieu de mettre un alignement, on met une haie. Le gros de la motivation aussi, on a parlé de la climatisation, y compris en termes d'irrigation, c'est-à-dire de pouvoir compartimenter le vent, ben c'est vraiment important, quoi. Le gisement d'auxiliaire, n'en parlons pas, puisque ce sont des surfaces qui sont très mono, comme ça peut être pour la vigne déjà. Et puis, bon, la limitation des pollutions, effectivement, ça permet de recycler, mais ce n'est pas forcément la motivation. Là, vous voyez, bon, cette image elle est un peu extrême, mais c'est pour vous montrer du maïs non irrigué. Ça marche dans plein d'endroits. Alors là, la parcelle est assez étroite, mais je connais plein d'endroits de bocage où des gens connaissent le- cet effet de casier et d'écrin, savent que le sol, évidemment, convient, hein. C'est pas non plus, on peut pas ça dans un désert, mais ça permet, voilà. Voilà le genre de situation qu'on peut voir parce qu'il y a de l'arbre. Et il y a des gens qui arrivent, alors là, la personne n'est pas encore passée pour ratiboiser un petit peu, mais qui est disposée à laisser, et j'ai même fait moi-même des aménagements avec des buissonnants, même si parfois il faut les recadrer, pour compartimenter, là pour le coup il y en a de l'arbre, hein, il y a aussi une forêt à côté, mais pour essayer de compartimenter les champs et d'avoir un peu de biodiversité. Ça fait partie des aménagements qu'on nous demande de faire. Alors vous allez me dire, chouette, mais là, il y a une perte de rendement. Alors là, en termes d'économie, ça marche pas bien. Alors il faut savoir que donc des frênes dans un fossé, année de sécheresse, mais bon, il y en a eu d'autres. Donc déjà, la présence de l'arbre qui peut être concurrente, puisque je vous disais tout à l'heure que l'arbre, entre guillemets, domine, va plus haut et aussi plus loin. Il faut, ben, comme toute rentabilité, il faut voir ce qui se passe dans la parcelle sur plusieurs années, pas que sur une seule année. Donc, il faut parfois accepter que ce genre de choses arrive. Mais quand même, normalement, ce genre de choses ne doit pas arriver. Ne doit pas arriver parce que normalement, lorsqu'on a une bordure, et évidemment que l'arbre va essayer de laisser pousser quelques racines en surface et d'aller évidemment ben, prendre au meilleur ce qu'il y a à manger. Par contre, lorsqu'on peut cerner, lorsqu'on peut couper les racines, donc par décompactage, il faut savoir que les grosses racines, quand je dis grosses racines, c'est les racines, bon, vous n'allez pas me voir, surtout que je commence à être dans l'ombre, et, mais ça ne repousse jamais. Hein, c'est contrairement aux branches. Donc, on peut régler le problème, on peut compartimenter la partie arbre, qui va être restée d'un côté et éventuellement passer dessous, de la partie culture. Ça, c'est une notion vraiment importante. C'est sûr que
lorsque on laisse faire, ben, ça ne fonctionne pas. Une chose extrêmement importante que je n'ai pas dite, mais que je profite de cette image pour évoquer, c'est que effectivement, lorsqu'on fait de l'agroforesterie, lorsqu'on met de l'arbre dans l'espace agricole, c'est parce qu'il y a assez de ressources. Si vous avez un sol qui fait 15 centimètres avec un sol complètement, une roche qui est complètement imperméable, non fissurée, ben, c'est sûr que l'arbre, il va prendre toute la place. C'est bien son boulot, hein, il sera plus fort, de fait. Donc, il faut qu'il y ait un partage de ressources possible. Et quand il y a beaucoup de ressources, beaucoup de partage et beaucoup de densité d'arbres est possible. Voilà. Ça, c'est une notion importante. Mais sinon, il faut savoir compartimenter. Le boulot d'agriculteur, c'est un boulot de dosage. Il faut doser les choses. Alors, il y a des endroits où ça supporte plus ou moins d'arbres pour que ou la prairie ou la culture puisse s'épanouir. Mais globalement, on arrive à vraiment pouvoir faire cohabiter les deux choses. Pour les vignes, on va retrouver les mêmes choses qui ont déjà été dites, hein. Il peut y avoir effectivement une crainte sur notamment les craintes, ce que peut amener du bois mort que pourraient fournir les arbres sur du parasitisme. Et sur du parasitisme, donc ça, c'est des craintes qu'ont pas mal de viticulteurs. Par contre, je disais tout à l'heure que les complémentarités sont très, très prometteuses avec la présence d'arbres. Je rappelle que l'arbre et compagnon la liane est compagnonne mariée souvent avec des arbres, donc c'est de retrouver cet équilibre-là. On n'est pas obligé de mettre des arbres en plein milieu du sillon. Il y a des manières là aussi, comme on le ferait dans une parcelle, de pouvoir faire des casiers assez grands, mais où on ramène pour exactement les mêmes besoins que n'importe quelle autre culture, que ce soit un champ de blé ou tout ce que l'on veut, ben, du brise-vent, un peu d'ombrage, du gisement d'auxiliaire. Et ça, c'est assez important aussi. Et une demande qui est assez importante de faire des haies et des barrières anti-dérive. Même chose pour tout ce qui est verger. Alors là, c'est sûr que c'est l'arbre qui rend service à l'arbre. Et un sujet qui est extrêmement étudié aussi parce qu'il faut savoir que en termes de production arboricole, au bout d'un moment, on est limité par la fréquence de traitement. On essaye de mettre le moins pour que ça puisse être tout ça vendable déjà et qu'on essaye effectivement de s'appuyer sur le plus de lutte biologique possible et de faire travailler des auxiliaires. Et donc, on a besoin de ces auxiliaires dans le verger. Ce qui est compliqué maintenant parce que beaucoup de vergers sont quasiment sous des filets, mais plein de raisons. Et justement, ces aménagements fermés, ben, il faut pouvoir aussi les protéger du vent. Donc une bonne recherche aussi. Là aussi, cette image elle montre que que cette parcelle serait un peu petite, mais même en mettant assez éloigné des haies, ça permet vraiment de protéger des parcelles arbo assez grandes. Voilà. En maraîchage, on va avoir un peu la même chose. Et là, on est plutôt dans une coproduction avec des fruitiers, mais il y a quelque chose, toujours pareil, hein, sur les productions végétales, on va avoir les mêmes demandes et les mêmes besoins, mais avec l'idée, par exemple, que lorsqu'on est maraîcher, bon, on aime bien avoir aussi de l'ombre, les légumes ou les plantes que l'on produit aussi, mais y compris quand on intervient. Alors même si beaucoup, effectivement, de productions sont sous serre, il faut savoir que pour la climatisation, l'abri des serres, le brise-vent est aussi important pour les serres et que même si cette image est un peu ancienne, ben, on va retrouver aussi les mêmes besoins. Voilà. Alors, j'approche de la fin, hein, rassurez-vous, puisqu'on commence à un peu déborder. La manière d'intervenir dans nos histoires d'agroforesterie, déjà on se préoccupe de l'existant, ce qu'il faut entretenir et surtout ce que l'on peut réhabiliter, restaurer quand c'est en mauvais état. Mais l'existence qui est là, vraiment maintenons-le et évitons de le dégrader. Il y a déjà et souvent de la végétation spontanée naissante, mais je dirais que la plupart des paysages que je vous ai montrés, ben, l'essentiel des végétaux n'ont jamais été plantés, hein. Ils sont nés et se sont développés spontanément. Il y a aussi plein d'endroits, je vous montrais les bordures où ça peut pousser tout seul. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On peut donner un petit coup de main aussi.
en faisant des aménagements qui permettent d'aider l'installation pionnière, hein, et spontanée, hein. Alors le semis, là, il n'y a pas de faute, hein, c'est à moitié spontané. C'est-à-dire on peut, par exemple, mettre des branchages et aider au développement de, de, de haies, par exemple. Et ensuite, quand on n'a pas le choix, ben, on va planter. On va créer plutôt, on va installer, c'est-à-dire euh, parce qu'on fait tout de manière plantation neuve, c'est-à-dire on fait tout ex nihilo, ou parfois on peut mélanger avec du spontané. Il y a quelques pratiques de semis, mais c'est très très compliqué. Il faut faire attention avec ça parce que ça demande beaucoup de temps et d'énergie de ramasser des graines pour après se les faire souvent piller mais par toute la faune et puis toutes les graines ne peuvent pas être semées comme ça. Et elles ont parfois besoin de passer par du froid, par des tubes digestifs d'animaux, etc. Voilà. Alors, juste en termes d'économie, pour vous montrer que il y a quand même très peu de temps qu'on a inventé le mot entretien en agriculture, qu'autrefois on n'entretenait pas. Alors ça, c'est une peuplerie. Alors avant qu'elle devienne dense et qu'elle fournisse un sous-bois suffisant pour nécessiter quasiment pas d'entretien, ben, ou c'était pâturé, ou là, par exemple, on met du maïs, c'est-à-dire on n'entretient pas, on occupe la place par une autre production. Donc ça, en termes d'économie, c'est une notion importante. On peut le faire avec des vergers aussi, cette idée-là. Tant que les choses ne sont pas en place, eh bien, voilà, au lieu de bêtement faucher, eh bien, on produit. Hein, cette idée, ça n'existait pas autrefois. On n'allait pas comme ça entretenir des trucs. Non, on allait, si on en avait besoin, ben oui, ben on en profitait pour faire passer, je répète, un animal. Voilà, l'économie du geste, c'était ça. Et le mot entretien, voilà, ne faisait pas partie du vocabulaire il n'y a pas si longtemps que ça. Par contre, là, en termes d'économie, j'imagine que vous voyez ce que ça peut coûter d'intervenir de cette manière-là. Ça coûte très cher, surtout quand on n'est pas obligé. J'ai pas dit qu'il fallait jamais le faire. Il y a des situations où il faut intervenir. Mais malheureusement, la pratique en termes d'économie, comme je vous le disais, on a toujours l'impression qu'il faut faire propre et ça coûte très cher. C'est pas l'objet de tout ce que je vous ai raconté, hein. Il faut maintenir, il y a une mesure, faut pas laisser s'ensauvager tout le paysage, mais voilà, on n'est pas obligé. Et c'est là où je vais vous raconter une petite histoire qui sera conclusive donc, euh, sur cette idée que parfois ben, voilà, il faut lâcher prise, lâcher faire, comme je dis. Et parfois, le non-coût, le non-aménagement, le non-entretien, ben voilà, c'est un peu la même chose. Donc l'image que vous avez là, c'est un cours d'eau qui a été redressé, et qui a surtout été complètement ravagé là, quand ça a été pris il y a 30 ans, maintenant ça fait 35 ans. Donc c'est ce qu'on appelle une ripisylve, une haie de ripisylve. Et comme vous le savez, enfin, notamment en France, l'idée des bords de cours d'eau, c'est qu'il y ait une zone tampon végétalisé et que végétal ne veut pas dire broyer du gazon. D'ailleurs, on voit que là, voilà, ça fait un peu plus de ce qui est demandé, mais vous avez donc une bande voilà, qui a été pour le coup fraîchement entretenue. Donc, la prolifération des végétaux latéralement a été stoppée. Par contre, ce que vous voyez à côté, ben, la façade de la haie n'a jamais été tenue. Donc, vous avez ex nihilo 30 ans de croissance gratos. Donc, c'est quand même pas mal. Donc là, il n'y a pas d'irrigation, enfin si, d'irrigation, mais naturelle. Voilà. Et cette ripisylve qui fait 900 mètres de long, sur un côté, on a décidé de la prélever. Donc ça, c'est un de mes collègues et amis, un technicien de rivière, qui a géré ça avec l'agriculteur. De se dire, ben voilà, on va prélever, parce que maintenant, il y a des arbres qui commencent à être à maturité, même qui prennent un peu trop de place, et de se dire, tiens, on va valoriser. Et au lieu de valoriser en coupant tout, le linéaire, en touche le piano, 30 mètres par 30 mètres, il y a eu à peu près ben, entre un quart et un tiers de ce linéaire qui a été prélevé. Mais je peux vous dire, je suis allé quelques jours après le chantier, ça ne se voit pas du tout. 30 mètres par-ci, 30 mètres, 100 mètres plus loin, non, ça ne se voit pas du tout, du tout. Ça veut dire qu'on a réussi à avoir une vraie gestion, dont je vais donner les chiffres, où vraiment les gens sont intervenus, n'ont pas mis 2 heures pour tirer un arbre, quoi, où vraiment on avait une gestion quasiment sylvicole, sans perturber du tout l'ensemble, du point de vue de l'eau, parce que là, il y a un rôle très très important sur la manière dont le cours d'eau se conduit avec le racinage, par exemple, où le cours d'eau a un pouvoir autocurant, dans la mesure aussi où
sur le plan thermique et sur le plan de la qualité de l'eau et de la faune aquatique, ben, tout marche bien. La faune aérienne, etc. aussi. Donc tout va bien. L'idée, c'était pas de tout préserver, mais au contraire de prélever en essayant enfin, en réussissant à ne pas ben, tout foutre en l'air pour être vulgaire. Donc c'est ce qui a été fait. Donc on a gardé cette structure-là qui est utile. Alors, je vais vous dire, tout le monde est content, hein, le chasseur, mais il y a aussi l'agence de l'eau qui est contente. Il y a aussi les gens qui, parce que nous, on utilise beaucoup l'eau des rivières pour la potabiliser. Voilà, tout le monde est content. Mais aussi l'économie et l'agriculteur est content parce que on a calculé un peu tous les apports économiques que ce genre de gestion pouvait amener. On a calculé que, par exemple, avec 5 ans de non-entretien, pas de fauchage, hein, je me suis trompé, c'est pas le fauchage, c'est le. Enfin, ceci dit, le fauchage aussi, parce que normalement, la surface occupée par par la haie de ripisylve, elle aurait été fauchée. Donc, on a calculé en actualisant les coûts qu'il y avait sur ce tronçon-là un seul côté, hein, 8 000 euros d'économie. Bon, vous allez me dire, sur 35 ans, c'est pas énorme. Ouais, mais enfin, bon, c'est toujours 8 000 euros qui n'ont pas utilisés. Et ensuite, il y a eu tous les gens qui sont venus travailler, c'est-à-dire euh, un bûcheron, enfin avec des machines, mais aussi des bûcherons, quelqu'un qui est venu débarder et aussi quelqu'un qui est venu broyer. Et je dirais pourquoi ensuite, mais vous pouvez le voir. Sans rien faire, entre guillemets, l'agriculteur a eu 2 000 euros de bénéfices nets, c'est-à-dire quand tout a été payé. Donc lui, c'était pas son boulot, hein, il a fait autre chose. Donc dans l'absolu, si on ajoute 8 000 et 2 000, voilà, ça fait 10 000 euros bah, entre guillemets, de bénéfices. Ça a quand même développé un flux d'activité de 10 000 euros environ sur l'ensemble du chantier. Et puis surtout, ce qui est assez intéressant, hein, c'est que c'est un voisin, bon, pas tout à fait voisin, mais pas très loin, qui a voulu racheter le transformer en broyat de litière, qui a voulu racheter ce bois, parce que lui, il vit en haut sur les coteaux, là, il n'est pas contre la rivière. Donc vous voyez, il fait remonter pour ces animaux cette litière qui va sans doute ben, refertiliser hein, sous forme de fumier de broyat les coteaux. Et en plus, c'était plutôt compétitif par rapport au prix de la paille. Et pourtant, nous sommes dans un pays de paille ici. On n'est pas dans un pays de bocage où c'est très très rare. Donc là aussi, l'idée de pouvoir utiliser ou les produits d'exploitation d'une haie ou d'une ripisylve ou les produits issus de l'entretien d'une haie ou d'arbres, ben, ça permet aussi d'avoir ce entre guillemets bénéfice de ne pas acheter de la paille. Voilà pour vous donner un exemple et qui a été étudié sur le plan bon, économique, hein. Donc l'image sur le broyat, ben, c'est pas pour prôner le broyat, mais c'est vrai que le broyat peut être une solution, je l'ai déjà dit, pour ben, lorsqu'on on a beaucoup de bois et qu'on veut le transformer, notamment en combustible. Et il y a des lieux où il y a des chaufferies parce qu'il y a suffisamment de ressources, hein. Et là, je parle d'arbres agricoles, mais évidemment que quand il y a des arbres forestiers, associé, c'est aussi bien. Ou, comme je vous le disais, pour utiliser en paillis, et notamment en paillis de litière. Ça, c'est beaucoup plus pratiqué qu'on ne le croit, hein, pour ces raisons-là. Un pays de bocage, je répète, absence de paille. Alors voilà, là je voulais, voilà ce que je veux éviter, mais que je vous montre quand même, l'idée d'estimer ce parcours agroforestien en se disant, tiens, sur 1 hectare de noyer, avec ces intervalles-là, je peux avoir un potentiel de 120 000 euros quand ils arriveront à terme. Voilà, et ça c'est effectivement ce que je me refuse, mais je fais exprès de vous le montrer et d'illustrer le propos du début. On ne peut pas le savoir. Est-ce que les arbres vont être bien conduits? Est-ce qu'il ne va pas se passer de problèmes sanitaires? Est-ce que le climat et surtout, est-ce que les cours, est-ce que le noyer va toujours être intéressant dans 50 ans? Hein, parce que là, ils ont déjà un peu amorcé leur croissance. Voilà. Il y a beaucoup d'impondérables. Mais par contre, une fois de plus, si on est convaincu qu'on a besoin d'arbres et que de toute manière, on les valorisera, hein, parce que n'oublions pas, il y a plein de pays dont je parlais tout à l'heure ben, qui, entre guillemets, sont pas très très joyeux parce que eux ils appellent de tous leurs vœux ce qui est ben, ce que ça pousse tout seul, que ça pousse trop.
Et je pense à certains amis qui viennent nous visiter, qui me disent souvent, mais comment vous faites pour dépenser autant d'énergie et autant de temps à tout broyer, alors que nous, si on pouvait avoir ce que vous avez, avec toute cette vigueur, ça serait chouette. Donc quand on est convaincu que les arbres ont un rôle et des effets sur le sol, sur l'eau, sur le climat, sur le vivant, fondamentaux, et qu'en plus ça peut rapporter de la matière, donc d'une certaine manière, de toute façon des sous, ben, on se dit qu'on peut très bien les laisser se développer là où ils ne gênent pas et en pleine complémentarité avec l'espace et l'économie agricole. Voilà, j'ai terminé avec sans doute, oui, on a un peu dépassé. Non, mais c'est très bien, Bruno. Je te remercie. J'ai quelques questions pour toi. Alors, je lève cette image. Euh, Oui, Si tu veux, oh, je te laisse rallumer la lumière chez toi. oui, Parce que tu ouais. m'as l'air d'être dans le noir. Oui, moi ça ne me gêne pas, mais peut-être que ça vous gêne, hein. Ok, bah sinon, si ça te gêne pas, moi, ça me C'est gêne bon. pas non. Voilà, c'était pour vous, oui, quand même. Super. Euh, voilà, je vais te lire hein, ce qui s'est passé sur le chat, quelques commentaires, quelques questions aussi, Mhm. sur lesquelles tu vas pouvoir rebondir. Premier retour, c'est un commentaire. Euh, on nous dit que on nous dit la diversité microbienne, végétale et en termes de champignons sont la clé. Jamais de travail de sol. Est-ce que tu as pu étudier, pour reformuler ça en question, le lien du travail du sol, donc agriculture de conservation et agroforesterie, quoi, justement, ou arbre, dans le sens où est-ce que si j'ai je fertilise mon champ, donc il y a plein à manger, c'est très Mhm. intéressant. Mhm. Est-ce que les arbres vont pas hop, m'envoyer, si je travaille peu le sol, les arbres vont m'envoyer toc des racines traçantes en plein milieu de ma Oui, oui, parcelle, et c'est ce j'aurais que intérêt à fissurer ce soleil quand même pour c'est ça. maintenir, quoi. C'est ce que C'est tu ce que avais je vous illustré montre. ici, j'imagine. Après, de toute manière, selon les milieux et selon les sols, mais en règle générale, même qu'il n'y a aucune intervention sur le sol se tasse aussi. Et il faut pouvoir parfois le redécompacter. Alors, j'ai pas dit forcément avec un décompacteur, mais c'est vrai que c'est très très variable. Et c'est pas parce qu'on a des arbres que la porosité va pouvoir se créer dans tout le champ. Mais par contre, l'image, voilà, ça tombe bien, je me suis arrêté sur cette image, ça montre bien que, il y a matière d'agir. Et après, il peut y avoir des phénomènes parce que les racines ne sont jamais réparties de manière homogène autour des arbres. On ne sait jamais d'une année sur l'autre ce qui peut se passer et accepter qu'il y ait ce genre de phénomène. Voilà. Alors après, de se dire, waouh, mince, je regarde que ce qui va pas, mais peut-être que s'il n'y avait pas d'arbres du tout, c'est pas ces trois arbres-là, hein, mais à l'échelle du paysage, une fois de plus, ben, on n'aurait peut-être pas du tout de culture non plus. Voilà. Parce que ça aurait été encore plus balayé par le vent, en plus. Voilà. Mais il y a quand même matière à agir et à justement, une fois de plus, dire d'un côté c'est la culture, d'un côté c'est l'arbre. Voilà. Ok. Ensuite, donc, bah, tiens, c'est Stéphane Gatti Ah, Stéphane. qui a réagi à ta réponse. Après, voilà, il pose une question et donc, faire un conseil à distance pour une plante pérenne comme un arbre, c'est toujours compliqué. Et tu vas pouvoir nous fournir quelques éléments de réponse. Il nous dit, rapport au merisier hein, qui doit Hum. remplacer, il dit, je vais planter 15 hectares en Oui, agroforesterie en avec plus. 50 peupliers et 5 autres essences pour atteindre 100 arbres à l'hectare. Hum. Lesquels conseilleriez-vous? Je sais pas. Il Sur faudrait que je sorti de creuse sur son le contexte, sujet. il vaut mieux être à la parcelle, quoi. Alors, une image que j'ai enlevée tout à l'heure, c'est l'idée que effectivement, il faut se faire accompagner. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'un technicien attitré, etc. Mais d'avoir effectivement un regard extérieur pour pouvoir échanger. Ça peut être un père, hein, ça peut être notre agriculteur, etc. Mais avoir aussi un technicien, un agroforestier, entre guillemets, pour pouvoir échanger là-dessus et essayer de maintenir à la fois cette diversité à la fois essayer d'apprendre le dosage, je répète, hein. Il ne s'agit pas de mettre les arbres n'importe où parce que c'est chouette. Euh, par exemple, la densité de 100 arbres, c'est énorme, mais c'est bien de mettre 100 arbres quand on fait de l'agriculture, je veux dire, hein, pas quand on fait de la forêt. Parce que ça permettra aussi peut-être d'en enlever un peu, ça permettra aussi d'en remplacer, et voilà. Et c'est vrai que lorsqu'on fait une parcelle agroforestière intraparcellaire, puisque c'est, je pense, le projet de Stéphane, ça ne veut pas dire faire ce qu'on appelle un boisement équin, c'est-à-dire le même âge. Et, bon, il y a
de la diversité, différents cycles en fonction des espèces, et de se dire, ben voilà, ça évolue comme ça, même si je garde le même nombre de plants, enfin d'arbres à l'hectare, ce qui est aussi une obligation, de ne pas dépasser un certain... C'est de se dire, ben tant pis, je suis déjà dans un roulement, je ne suis pas en train d'attendre, voilà, comme une peuplerait, voilà, ou comme un boisement, de dire, mais voilà, dans 80 ans, je repasse et je récolte. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'on est en train de créer une co-évolution et une co-adaptation dans un contexte. On est en train de créer un paysage à l'échelle de la parcelle. Et ce paysage, il doit évoluer. On ne sait pas comment l'arbre va se comporter. Enfin, ça veut dire s'il va pousser plus vite ou moins vite qu'on ne le croyait. Euh, voilà, c'est de pouvoir réagir tranquillement dans la durée de l'arbre. C'est-à-dire, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas une campagne, une saison d'agriculture. C'est d'être là en accompagnement et de voir comment. Ben voilà, cet arbre il gêne ou ça va pas. Ben ok, cet arbre il est mort, ben je le remplace. Voilà. Cet arbre, j'ai envie de le trogner parce qu'il n'est pas beau pour faire une. Il n'est pas beau. Il n'est pas adapté pour faire une bille. J'ai pas envie de faire de bille du tout. Je laisse pousser des spontanés. Au milieu, voilà. Il y a plein de possibilités. C'est vraiment être un peu orchestrer et piloter un micro-paysage, un micro-agrosystème. Et voilà, mais ne pas être, voilà, il faut être dans des logiques qui sont beaucoup plus paysannes. Mais là, on est dans l'agroécologie, donc normalement, on est habitué à ça, à être un peu plus dans l'observation et un peu plus dans pas la prudence, mais dans oui, l'observation et moins dans la prétention, en tout cas, que de dire, voilà, je vais faire des trucs, mon maïs il va faire tant, ou mon blé tant, et puis voilà. C'est exactement le même principe. Mais ne pas rester figé, ça, c'est vraiment la notion importante. Ok. On a une autre question d'un auditeur, je pense, qui doit venir du Maghreb. Amine nous dit, Bonjour. euh, pouvez-vous donner un retour sur la symbiose versus la concurrence avec nos cultures des arbres endomycorhiziens par rapport aux arbres ectomycorhiziens? Arbre endomycorhizien, Ouais. deux points, nécessité absolue ou un plus, point d'interrogation. Vous Oui, avez 2 heures. ça, oui, c'est pas mon propos, parce que je ne suis pas spécialiste, même si je suis obligé quand même de connaître un peu. Mais c'est vrai que les endomycorhiziens sont ont un comportement qui permet d'être beaucoup plus efficace sur le plan hydrique, si j'ai bien compris. Et donc, ça permet effectivement de mieux distribuer l'eau, de mieux la garder, et de mieux donc échanger et partager d'autres ressources que transporte l'eau, comme je le disais. Mais ça, c'est plus, euh, c'est plus sur la question, par exemple, la plupart des pionniers ont ce comportement-là, et on se rend compte que justement la végétation qui se met en place toute seule est plus résiliente et durera plus parce qu'elle a cette capacité-là. Après, ce qui va se passer avec la culture ou la prairie qui est à côté, on ne sait pas ce qui se passe. Sans doute qu'il y a des liens. Avec la vigne, on le sait un peu plus, parce que je rappelle, pour le coup, c'est une liane et le fonctionnement entre ces deux lignes, ça a du sens. Mais voilà, je ne peux pas répondre à ça. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur le sujet, mais c'est vrai que moi, basiquement, je commence enfin, je réfléchis d'abord aux effets, d'abord mécaniques, je dirais. Et sachant que dans le secret du vivant, il va se passer des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Et en termes d'aménagement, ce qui est important, c'est de laisser la place au sauvage, de planter des choses qui sont plus ou moins fabriquées, mais de laisser de la place au sauvage, de laisser du spontané s'établir, ça me paraît être important. Et comme je le disais en début d'exposé, ne pas introduire n'importe quoi, mais aussi se poser la question et se faire accompagner sur certains végétaux qu'on n'est pas habitué à utiliser, mais qui seront sans doute peut-être qui nous permettront peut-être de prendre les devants. Voilà. Ça aussi, hein, prudence, toujours. Et une fois de plus, voilà, quand je dis prudence, ça veut dire on ne fait pas tout de manière massive. Voilà. Et là, je n'ai pas répondu à la question parce que je ne peux pas répondre. Sauf sur cette idée de meilleure résilience, entre guillemets, sur ces endomycorhiziens. Ok, c'est très clair. Si je ne me trompe pas. Euh, à la suite, tac, tac, tac. Et que je vais quitter peut-être, hein, bon.
Pardon, tu dis? Non, je voulais quitter, mais non, je vais garder le Non, mais diaporama. elle est très bien cette image, hein. Oui, il y en a d'autres, mais voilà. Toc, 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 toc. Euh, Patrick nous te pose la question suivante. Bonjour Bruno, tu parles d'effets positifs sur la vigne des arbres et des études faites là-dessus. Est-ce que tu pourrais les partager? Pour l'instant, j'ai une vision partagée sur vigne et Oui, arbres, oui, parfois positifs, parfois négatifs. En oui, plus, les attentes des effets des arbres sur la vigne sont très variables suivant Mhm, les régions. J'imagine mhm, sol pauvre et sol riche, c'est ça? c'est S'il y a sûr. une Euh, gamelle petite à partager, ça va être compliqué. alors là, non, mais après, je sais, mais justement, sur Vers de Terre, il y a plein de choses là-dessus, hein, avec des gens qui sont vraiment spécialistes. La littérature existe. Une fois de plus, il y a des choses qui sont difficiles à quantifier dans le secret du vivant, je répète, mais déjà qu'il y ait des éléments fixes. Déjà qu'on ne soit pas dans des mers de vignes comme on peut avoir des mers de céréales. Vous voyez? Sur Mhm, essayer de compartimenter, de rajouter, euh, même si on garde des parcelles un peu importantes, d'essayer d'avoir du brise-vent, enfin d'essayer de réussir. Voilà. L'ombrage, ça commence à vraiment pointer du doigt, surtout que même l'agrivoltaïsme, comme pour les fruitiers d'ailleurs, hein, propose d'avoir un peu plus d'ombre et de réduire le surplus d'insolation. Voilà. Ensuite, pour arriver à dire que, effectivement, le fait de mettre du cornouiller, le fait de mettre des fruitiers, ce qui se dit, hein, dans les vignes, ça permet justement d'avoir un meilleur échange. De la même manière que lorsqu'on fait une haie fruitière, il y a plus d'échanges qui se font et ça fonctionne plus en un ensemble qu'en addition de composantes. C'est vrai, mais là, je ne peux pas vous répondre. Là, moi, j'ai fait un exposé très, très. Je suis pas savant là-dessus du tout. Mais la documentation existe. C'est- ok. Petite question. En climat méditerranéen, donc toujours Amine, hein, qui de mémoire, je crois bien qu'il vient de Tunisie. En climat méditerranéen, avec un soleil très puissant, jusqu'à quelle densité de lignes intraparcellaires peut-on aller pour des grandes cultures? Dans un climat très aride? Bah, j'imagine, oui. Amine, Oui, il est en Tunisie, les oui, mais régimes ouais. hydriques ils sont un peu effondrés là-bas, quoi. Je peux pas donner de règles comme ça. Moi, ce que je sais, c'est que quand on commence à dépasser les 150 mètres du centre de la parcelle, disons, tous les effets que je vous ai montrés, voilà, d'avoir des parcelles de plus de 300 mètres de large, là, je parle vraiment, vraiment en général, quoi. Bon, c'est pas bon, quoi. Voilà. Donc, on pourrait essayer de compartimenter. Mais ensuite, je répète, et là, une fois de plus, il ne peut pas y avoir de recette. C'est impossible. Une fois de plus, est-ce qu'il y a assez de ressources pour ça? Il y a des paysages où l'arbre est vraiment, d'ailleurs, bon, je n'ai pas montré ces images-là, mais vraiment très, surtout en Afrique du Nord, hein, très, très dispersé parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour qu'il y en ait plus. Et ensuite, ça dépend des contraintes. Si par exemple vous avez beaucoup de vent, et si vous avez assez de ressources pour mettre de l'arbre, ben, serrez le maillage, quoi. Le maillage, c'est un dosage, je répète, en fonction, bon, déjà de la disponibilité en ressources et surtout ben, de la manière dont je dois aménager pour contrer des flux qui ne seraient pas désirables, quoi. Pour capter de l'eau, hein, parce que le fait d'avoir plusieurs écrans, ça permet aussi de condenser un peu, pour briser le vent, enfin tout ça, quoi. Pour avoir de l'ombre portée, ça peut se piloter aussi. Est-ce qu'on va moucheter des arbres ou est-ce qu'on va faire des haies ou les deux? Enfin, c'est un peu ce que j'essaie de montrer rapidement tout à l'heure. C'est compliqué, oui. Mais c'est sûr que moi, je vous ai fait une intervention, euh, je vous ai pas fait une intervention à charge sur l'arbre, hein. Je vous ai fait plutôt de la pub sur les arbres. Mais une fois de plus, je suis bien obligé de dire que ça peut pas être miraculeux. Et ça ne peut pas être. Si on avait des patterns comme ça où je vous dirais, oui, voilà, on va faire des casiers de tel, on va faire tant d'arbres à l'hectare et ça marche partout et c'est super, ça, c'est pas possible. Et ça se réfléchit à la fois l'opportunité, qu'est-ce qu'on a comme ressources, et à la fois les contraintes, qu'est-ce qu'on veut contrer. Voilà. Mais je ne peux pas répondre vraiment. Vous avez vu que j'ai fait vraiment une intervention de généraliste et que je ne peux pas vous répondre sur des connaissances pointues et surtout sur des situations particulières.
Non, mais cette honnêteté tout à ton honneur, hein, Bruno. Non, non, mais c'est l'honnêteté de C'est n'importe très bien, quel c'est ce qu'on attend, la franchise, hein. paysan. Moi, je suis pas paysan, mais c'est c'est difficile, hein, vraiment. Et puis, c'est frustrant de ne pas pouvoir donner de réponse. Mais vaut mieux parce que si on peut pas, vaut mieux pas l'inventer parce qu'après ça devient très dangereux, quoi. Mais après, l'idée, c'est qu'une fois de plus, si on n'investit pas trop, si on se dit, tiens, là, ça me paraît quand même correct. On connaît les phénomènes et les effets. Et surtout, si on n'investit pas trop. Si, par exemple, on a la chance de pouvoir faire appel à la régénération naturelle, c'est pas mal. Voilà, c'est ça aussi. C'est effort, effet, hein. C'est toujours cette balance dont je parlais tout à l'heure. Très clair. Eh ben, je n'ai plus de questions, Bruno, pour toi. Voilà. Peut-être je peux te laisser dire un petit mot de la fin, peut-être. Et aussi te rappeler que chez AP32, dans votre secteur, vous accompagnez ce genre de projet. Oui, oui, oui. Je ne l'ai pas montré une fois de plus, j'ai sélectionné, mais il y a des agriculteurs qui ont vraiment, vraiment fortement arbré leur exploitation et qui peuvent en témoigner. D'ailleurs, il y a aussi, ils sont aussi souvent sur des vidéos et qui ont vraiment, eux, pour le coup, c'est pour ça que moi, je veux bien donner une image et des grands principes et témoigner de cette prudence tout en ayant un peu d'élan quand même, hein, de positif, bien sûr. Mais ce sont des agriculteurs qui le vivent, qui ont aménagé parfois ex nihilo, donc c'est quand même pas rien. Et il n'y a pas 150 ans, quoi. C'est-à-dire, même au bout de 15 ans, on a des effets, des vrais effets. Donc ça, c'est quand même bien. Il y a 20 ans, qui ont complètement, à force, tous les ans, ils ont fait des aménagements. Donc en 20 ans, c'est énorme. Ils ont équipé toute leur exploitation. Et depuis déjà quelques années, ils ont des vrais chiffres. Ils ont des vrais chiffres, c'est-à-dire qu'ils constatent que, parce que eux, ils sont dans l'économie, puisque eux, pour le coup, ils tiennent tous les comptes. Qu'est-ce qu'ils utilisent, et aussi, là je parle surtout d'éleveurs, et euh, ils voient aussi toutes les améliorations en termes de comportement, enfin de zootechnie, quoi, en fait. Et pour les cultures, c'est pareil, on voit quand même les choses. Euh, donc, voilà, il y a... Et comme dans tous les domaines de l'agroécologie, entre pairs, il y a plein d'informations qui circulent, plein de tuyaux qui doivent circuler dans le net, qui doivent être empruntés par le net. Et voilà, il y aura plein de choses. Je sais que les agriculteurs collaborent beaucoup. Mais ouais, ce qui est plutôt, ça sera sans doute le mot de la fin, ce qui est très enthousiasmant, c'est que euh, un peu de régénération naturelle, on plante petit, ça pousse vite même quand il n'y a pas beaucoup de ressources, comme je le dis. On aménage progressivement. On ne se dit pas, ouais, je fais un one shot et puis je suis tranquille. Non, on le fait. On regarde les urgences, on aménage, on observe, on laisse faire. On fait vraiment à l'économie. Quand je dis l'économie, c'est pas le bricolage, hein. C'est quand ça peut pousser tout seul, ça pousse tout seul. Quand on peut profiter de l'existant, on en profite. On corrige, on améliore, on augmente. Et voilà. Donc, c'est effectivement un vrai boulot d'aménageur. Et c'est vrai que nous, à Paysage 32, on ne se considère pas comme des planteurs ou des... Non, on se considère d'abord comme des aménageurs et avec notre outil principal qui est l'arbre, mais pas que, mais qui est vraiment notre porte d'entrée et notre savoir-faire. Et voilà, c'est le mot de la fin. C'est un super mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Bruno. Merci Martin, et puis de passer, mais pas de Vas-y. beaucoup. Ben, en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je souhaite un bon repas à tout le monde. Puis Oui, bah à la semaine prochaine pour parler des couverts végétaux. Puis bah bonne soirée à toi, Bruno, et encore bonne merci soirée. pour ton temps. Donc d'autres végétaux la semaine prochaine, hein. D'autres Tout à couverts. fait. Important. Allez, au revoir.